Et bonsoir, bienvenue sur Parole d'honneur pour la perme de la semaine. On va parler de l'actualité de la semaine et quelle semaine là, quelle semaine nous attend. D'autant qu'on vient d'avoir l'annonce là à l'instant. Bayrou est tombé. Bayrou est tombé. La chute de Bayrou. La surprise générale. Surprise. Oh là là. Alors on s'y attendait, mais quand même on attendait le truc Ne boudons pas officiel. notre plaisir, voilà. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et donc nous, on avait déjà décidé d'organiser cette émission, bien avant d'ailleurs, l'annonce de ce vote de confiance lundi, puisque on voulait à la rentrée parler aussi de cette journée du 10 septembre qui arrive bientôt. Alors on va déjà commencer par peut-être vous présenter pour que les gens vous connaissent bien. Alors déjà à distance, on a Jérôme Rodriguez avec nous. Salut Jérôme. Salut Sabrina, salut à tous. Salut. Bon, on est très content de t'avoir. C'est la première fois en plus que tu es sur Parole d'honneur. Ouais, mais je suis pas le genre de personne qu'on invite, t'as vu. Nous, on t'invite. En plus, Ça fait plaisir. on se connaît, on était ensemble dans les Gilets jaunes et on s'est connus à l'époque. Tu fais partie des premières ganaches que j'ai vues aussi sur la manif avec qui on a pu discuter effectivement, pour le coup. À l'époque où... Et ouais, tu fais partie des historiques. c'est ça. Gilets jaunes historiques. Ouais. On a aussi François Boulot avec nous. Oui, bonjour. Bonsoir François. Alors toi aussi, les gens peut-être te connaissent ou connaissent ton visage puisque tu as été une des figures des Gilets jaunes à l'époque. Tu étais avocat. Tu ne l'es plus maintenant. Non, effectivement. Et tu es devenu journaliste. Oui, la transition est en cours là. Effectivement, je vais animer une émission pour le média QG d'Aude-Lancelin, une émission économique. Et puis, je m'apprête à lancer un projet là bientôt, mais voilà, j'ai fait une vidéo un peu pour annoncer ça sur ma chaîne YouTube Praxis il y a 2-3 jours. Et bon, je ne peux pas en dire plus, je me réserve pour l'annonce officielle. Voilà. Ok, bon, on attend l'annonce alors. On a patience. Tu as aussi écrit un C'est devenu livre. un pro, il fait du teasing. C'est ça. Ouais, en vrai, c'est parce que tout n'est pas finalisé pour lancer les choses. C'est plus pour ça, en fait. Bon, ça va bientôt sortir alors. Ouais. Je disais, tu as aussi écrit un livre entre-temps, Reprendre le pouvoir, c'est ça? Ouais, en 2021, j'ai écrit pour qu'il reste d'actualité tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, ou en tout cas des règles de l'Union européenne. Donc, il a encore un bel avenir devant lui. Il a toute son efficacité, je dirais, le livre encore aujourd'hui. Ouais. Et puis, on a Souvarine et Alex avec nous. Salut tout le monde. Le duo, un peu, vous êtes un peu nos petits blancs sûrs. Exactement. On essaye. Voilà. Et vous étiez Gilets jaunes aussi à l'époque. Hein. Ouais. Vous avez contribué à la revue Nous. Tout à fait. Il y a un article. On a fait un article Manteau justement qui prenait un petit peu notre expérience et les perspectives que nous ont inspiré le mouvement et la continuité qu'on y a trouvée en lien avec le mouvement décolonial. Voilà, très bel article, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis, vous pouvez toujours acheter la revue sur le site, vous l'achetez, c'est 10 €. Franchement, allez-y. Et puis, thème d'actualité, petit blanc, fascisme en révolution. Franchement, on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Bienvenue aussi. Merci. Toujours un plaisir. Voilà, Jérôme, c'est bon, tu es toujours avec nous? Toujours. Bon. Et bonjour le chat. Alors, on ne voit pas le chat, c'est dommage. On ne voit pas le chat ce soir. Mais vous savez que vous avez un chat en direct. Les gens sont là pour faire des remarques, pour poser des questions. Alors, sur cette journée du 10 septembre, pourquoi on a voulu organiser cette émission, je rappelle un peu pour les gens qui étaient sur la Lune, qui étaient dans une grotte depuis un certain temps. Cet été, il y a eu une annonce choc faite par le gouvernement de gel des prestations sociales, de la retraite, mais surtout, vous rappelez cette annonce des 2 jours fériés que le gouvernement veut sucrer. Et là, la pilule n'est pas passée. La pilule n'est pas passée depuis la date du 10 septembre a été annoncée comme une date de mobilisation à la rentrée. Les réseaux sociaux s'en sont emparés. On a vu, vous avez vu partout, TikTok, Facebook, Telegram, partout. Il y a des formes de mobilisation qui sont attendues pour cette journée de mercredi. Et là, donc, on vient de voir Bayrou dégage 2 jours avant ce jour-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Est-ce que finalement, c'est pas déjà une petite victoire de cette journée qui a été annoncée ou Moi, je pense que c'est la première victoire du mouvement du 10 septembre. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien, il n'a même pas encore surgi que le gouvernement est déjà tombé. Et il est tombé, il a demandé le vote de confiance parce qu'il y a le mouvement du 10 septembre. Sinon, le vote de confiance n'aurait pas été demandé. Donc, c'est déjà une victoire du mouvement du 10 septembre.
Et c'est évidemment aussi l'héritage des Gilets jaunes. Je pense que les gens là peuvent aussi remercier les Gilets jaunes parce que c'est parce que le mouvement des Gilets jaunes a causé la terreur des dirigeants politiques que là, ils ont une peur bleue, la trouille, hein, que ce soit un mouvement Gilets jaunes au moins de même intensité, voire peut-être plus. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est ça. Alors après, maintenant, la question, ça va être de savoir est-ce que le gouvernement Bayrou tombé, ça va couper l'herbe sous le pied au mouvement. Je pense que c'est quand même un peu le calcul que Macron et Bayrou ont pu faire. Je ne suis pas du tout sûr que le calcul soit juste et judicieux. Parce qu'en réalité, les gens, c'est Macron qui détestent depuis des années maintenant. C'est Macron qu'ils ont envie de faire tomber. Et ils savent très bien que de toute façon, Macron ne va pas changer de logiciel politique à 1 an et demi de la fin de son mandat. Hein. Oui. Donc autant gagner du temps et aller le faire tomber maintenant. Bon. Voilà, ils vont nous remettre le même, hein, ils vont nous remettre un similaire, mais bon, boudons pas notre plaisir, comme dit, au moins il a dégagé, c'est déjà ça, c'est toujours une tête qu'on n'aime pas en moins. Et comme tu dis, c'est sûr que les Gilets jaunes, on a tendance à dire aussi que c'est un échec, ça n'a pas marché, etc. Bon, voilà, en l'occurrence, une des victoires des Gilets jaunes, c'est que dès qu'il y a un mouvement qui naît en partie des Gilets jaunes, en tout cas de l'esprit des Gilets jaunes, et tout de suite le gouvernement, le pouvoir prend extrêmement peur, les médias de partout sont terrifiés de cette possibilité. Donc sur ça, on a déjà entendu beaucoup de choses, donc on sait que les services de renseignement sont sur les dents, à l'affût, etc. Il y a des médias comme Le Parisien qui parleraient, comme au moment des Gilets jaunes, d'une ingérence russe dans le mouvement, etc. Donc pour essayer de le décrédibiliser à tout prix et d'essayer de intéressant de parler nier de cette note des renseignements généraux parce qu'il y a eu, c'était le 3 septembre, ouais. Il y a eu les médias qui ont rendu public cette note. Alors j'ai noté quelques, c'est quand même assez drôle. Donc les renseignements généraux notent que c'est un mouvement horizontal où chacun fait ce qu'il veut, que les images ne seront pas belles le mercredi, et une note aussi, mais ça vous l'avez peut-être noté aussi, que ça se mobilise aussi bien à l'extrême droite que du côté de la gauche. Ouais. Ouais. Jérôme, sur la chute de Bayrou, sur la journée d'aujourd'hui, sur... Comment te dire? À un moment donné, que les gens se soient mobilisés sur les 2 jours fériés, j'ai un peu du mal à y croire. Parce que moi, quand je vois aujourd'hui les 2 jours fériés, moi, je suis le genre de personne qui travaillait pendant les jours fériés. D'accord? Et c'était le genre de journée où, habituellement, tu fous pas grand-chose. Parce que généralement, les gens vont se promener, vont faire autre chose. Moi, je travaillais dans les magasins. Donc, c'était le genre de journée où tu avais peut-être un peu moins de travail, mais tu étais surtout payé double. D'accord? Et moi, cette histoire de jours fériés, c'était quelque part un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. C'était une façon, je pense, pour lui d'avoir une marge de négociation avec certains groupes politiques, à l'idée de pouvoir les enlever derrière pour pouvoir nous torgnoler avec tout le reste. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup énervé cet été, le sujet des 2 jours fériés, parce qu'on ne parlait que de ça, à défaut de parler, par exemple, de l'année blanche, des prestations sociales qui allaient être mises à mal en termes d'APL, en termes de gens qui ont un handicap, ou pour les étudiants en termes de bourse, enfin, tout ce qu'ils allaient supprimer ou du moins amoindrir. Et on s'est beaucoup plus concentré sur cette histoire de jours fériés, alors que ce qu'il y avait derrière était bien, mais vraiment bien pire. D'accord. Maintenant, encore une fois, un gouvernement qui ne donne aucune valeur au travail et qui passe son temps à nous traiter de feignants et de vouloir nous faire bosser gratuitement, c'est encore aussi assez paradoxal. Donc je pense que ça, pour moi, c'était un faux sujet. Maintenant que Bayrou tombe, ouais, super, on est content, on va faire un pot de départ, hein, dans les 2 sens du terme, ok, il n'y a pas de souci, mais je pense que allez, c'est une petite bataille parce que il sera vite fait remplacer. Lui-même disait, je vais me battre comme un chien. Donc déjà, va falloir penser à rendre les croquettes. Mais des chiens derrière, c'est pas ce qui manque non plus, avec leur gamelle accrochée à la gueule pour pouvoir prendre sa place et peut-être nous faire bien pire. Donc arrêtons de se satisfaire peut-être d'un mec qui tombe du perchoir, en sachant que d'autres sont déjà en train d'y grimper pour peut-être encore faire pire. Donc restons aux aguets, restons vigilants. Et essayons de pas trop être festifs parce que derrière la fête elle pourrait avoir un goût amer et qu'on se risque de se réveiller avec la gueule de bois, hein. Des fois vaut mieux se satisfaire peut-être entre guillemets de ce que l'on peut avoir et de pouvoir le maîtriser que de savoir ce qui va se passer derrière. Mais bon, en soi c'est déjà pas mal. Maintenant, ouais, stratégiquement je rejoins un petit peu François, mais peut-être dans un autre sens. Est-ce que les gens étaient prêts à se mobiliser contre ce budget qui allait nous faire très très mal, hein? Ça, je pense qu'il y avait une énorme mobilisation autour
de ce budget. Quand on reprend le sondage Harris qui stipulait aussi que même 40% des macronistes, c'est quand même assez exceptionnel, ça s'est passé dans les tréfonds des réseaux sociaux, c'est pas le genre d'information que vous aurez sur les médias mainstream, que 40% des macronistes étaient contre ce budget. Est-ce qu'après les gens vont être prêts à vouloir se mobiliser pour faire chuter Macron? L'histoire me prouve que c'est assez compliqué malgré tout de mobiliser les gens pour faire chuter le président. Parce que je ne sais pas si c'est un leitmotiv assez conséquent pour que mercredi on puisse se bouger comme je l'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Lundi, Bayrou tombe et on fait tomber Macron mercredi. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc restons vigilants, restons combatifs, parce que je pense que la partie n'est pas finie encore une fois. Ah, justement, on peut peut-être expliquer, parce que c'est pas très clair, c'est un peu flou. Hein. Moi-même, on m'a posé la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer mercredi? Parce qu'il n'y a pas de grande manifestation prévue. Ça ressemble pas vraiment non plus à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, où là, on disait rendez-vous sur les ronds-points et puis on verra bien. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens un petit peu les différentes formes de protestation qu'il va y avoir mercredi? J'ai l'impression que l'un des premiers trucs qui se passe, qui est une leçon, je pense, apprise aussi des Gilets jaunes, de ces dernières années et de la répression énorme qu'on a subie, c'est justement le fait que la forme manifestation, le fait de demander au pouvoir, même un peu fort, et de faire une représentation de démonstration de force juste dans la rue, en espérant qu'ils se disent « Ah, ils sont très nombreux, bon, il faut vraiment leur lâcher quelque chose ». On a bien vu que cette période-là, elle était terminée avec le gouvernement Macron. Donc, on s'en est pris plein la gueule pour ça. Et clairement, on n'a pas envie d'aller mettre notre santé en jeu, je pense, massivement pour ça. Tu parles de la violence, là, de la police. La forme manifestation. La violence de la police, la violence, et que ça soit donc la violence directement en répression en manifestation, les gardes à vue, les centaines de personnes, milliers de personnes qui se retrouvaient avec des poursuites judiciaires, certains en prison. Donc je pense qu'il y a une conscience, en tout cas forte, que si c'est juste pour aller manifester et derrière se prendre ça dans la gueule, et qu'à la fin le gouvernement ne tombe pas, en tout cas que Macron ne tombe pas, qu'il n'y ait pas de changement, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit réellement fait pour améliorer nos vies, ça suffira pas. Et donc c'est un des trucs qui est super encourageant, je trouve, avec le 10 septembre, c'est que dès le départ, il y a un peu cette leçon qui est apprise. Faire masse ne suffit pas, ouais. et en plus ça nous met en danger. Ouais, il faut les attaquer au portefeuille, il faut les attaquer directement là où ça fait mal et donc bloquer l'économie. Et donc ce mot d'ordre bloquons tout, il est déjà fort, je pense. Et après, c'est la grande question de savoir exactement qu'est-ce qui va se faire. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai flou et ça laisse la porte ouverte à beaucoup de modes d'action. Et ce qui fait aussi que beaucoup de profils politiques, sociologiques, etc. Ont annoncé leur intention de manifester, même s'il y a déjà eu des reculades de la part des Nicolas qui payent, de l'extrême droite, etc. Mais ça laisse quand même le champ libre pour une certaine créativité dans les modes d'action. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se précisent sur des blocages de flux. Que ce soit des flux financiers avec donc un arrêt des dépenses, une grève de la carte bleue, des blocages de flux routiers, de passage de marchandises, etc., comme ça avait déjà pu être vu avec les ronds-points, etc. Et il y a tout un tas comme ça de modes d'action qui se mettent en place selon là où sont les gens aussi. S'ils ont, je sais pas, un entrepôt Amazon, il y en a qui vont aller se focaliser là-dessus. Il y en a d'autres qui vont aller manifester ce soir. Il y en a qui appellent à manifester déjà devant les mairies, etc. Donc il y a un fourmillement comme ça Il y a eu des opérations de péage gratuite aujourd'hui. On n'a pas entendu parler, mais quand même, ça rappelle des souvenirs. Et oui, des actions. Il y en a eu un aujourd'hui, je crois. J'ai oublié le nom. Il y en a eu un la semaine dernière à Valence. C'est ça. Moi, j'ai un problème aussi de sémantique avec le terme bloco-tout qui a permis à certains médias d'imaginer et de faire croire qu'on allait encore emmerder le citoyen et que l'objectif c'était de bloquer les citoyens, alors que pas du tout. Méfions-nous aussi sur ce terme. L'objectif de bloquons tout ne vient pas dans l'idée d'emmerder les citoyens, pas du tout. C'est surtout, comme vous l'avez expliqué, de bloquer par exemple les achats, de bloquer l'utilisation de la carte bleue, de bloquer des entrepôts Amazon, de bloquer, je sais qu'il y a certaines usines type Renault où des employés ont demandé à ce que les entrées soient bloquées. On n'est pas là pour emmerder les citoyens, bloquer les flux de marchandises comme il a été précisé, parce qu'ils ont surfé là-dessus pour justement essayer de faire peur aussi avec le terme bloquons tout. Il est très sympa le terme, il parle à beaucoup de gens,
Mais l'idée, c'est pas d'emmerder le citoyen, bien au contraire. C'est aux citoyens de participer à ce mouvement et que chacun fasse ce qu'il a à faire, prenne ses responsabilités et vienne surtout participer. Ce serait déjà plus intéressant que d'imaginer que l'entièreté de la France va bloquer et que d'empêcher en tout cas les quelques personnes qui seraient dans l'obligation d'aller travailler. Il faut pas oublier quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à finir les fins de mois et que d'empêcher d'aller bosser ou de ne pas aller bosser, ça risque d'être aussi compliqué pour eux. Je ne sais pas si vraiment les gens ont peur de ce mercredi. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait... je dirais pas qu'il y ait une adhésion populaire extraordinaire. On le verra mercredi. Hein, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Mais j'ai pas l'impression non plus que les gens qui se mobiliseront seront vus comme ceux qui veulent mettre la France sans dessus-dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je sais pas. J'avoue, j'ai vraiment aucune idée de quelle va être l'ampleur du mouvement, de la mobilisation, voilà, du nombre de personnes qui vont se bouger. Maintenant, je dirais que on peut viser un objectif qui est pas si ambitieux que ça pour arriver à pousser la démission de Macron. Je pense pas qu'il y ait besoin de viser 15 millions de personnes dans la rue. Je pense qu'en fait, il suffit qu'il y ait une ébullition et un mouvement de colère d'une intensité, je dirais, comparable à celle des Gilets jaunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est atteignable puisqu'on l'a déjà fait. Ouais. Et en fait, ça va suffire, à mon avis, parce que ce qu'il faut quand même toujours rappeler, c'est que si le gouvernement Bayrou, là, il a pu simplement se former et exister pendant quelques mois, c'est parce que le Parti socialiste et le Rassemblement national ont trahi en ne votant pas la censure. Hein. Les autres partis d'opposition, eux, votaient la censure. C'est uniquement à la faveur de cette complicité du Parti socialiste et du Rassemblement national que ce gouvernement-là a pu tenir. Moi, je pense que si, en fait, dans la rue, pendant des semaines, là, il y a un mouvement d'une intensité comparable à celle des Gilets jaunes, avec des méthodes d'action qui peuvent peut-être être différentes, peu importe, mais en fait, ça va mettre la pression sur ces partis politiques d'opposition, et donc, ils seront obligés, de toute façon, de voter la censure et de l'annoncer d'avance à Macron, on votera la censure. Et du coup, on se retrouve dans une situation où Macron ne peut pas former de gouvernement, du coup, il ne peut pas faire adopter de budget. Et comme on est quand même avec un déficit à plus de 5% et qu'on a la Commission européenne qui toque à la porte pour qu'on fasse des économies et qu'on réduise le déficit, puis qu'on a les marchés financiers qui nous mettent la pression aussi parce qu'ils veulent augmenter les taux, et ça, je pense que ça pourrait créer une situation de blocage et la situation deviendrait intenable pour Emmanuel Macron parce qu'il serait alors le responsable de la situation politique actuelle parce que c'est lui qui, il y a un an, a prononcé la dissolution alors que personne ne lui demandait. Et voilà, avec le résultat qu'on connaît. Donc, je dirais que même les élites, en fait, françaises pourraient être amenées à lui dire bon, écoute Coco, maintenant faut partir parce que là t'as mis le pays dans une situation de paralysie totale. Bon, on va repartir avec un autre poulain, donc ils essaieraient avec un Attal, un Philippe, etc. Mais peu importe, Macron du coup partirait. Donc je pense que c'est un objectif ambitieux, mais qui en fait n'est pas si ambitieux que ça, et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 10 ou 15 millions de personnes mobilisées dans la rue, etc. Si les gens ont envie d'être 10 ou 15 millions, il n'y a pas de problème. Je les en empêche pas, au contraire. Mais voilà. Alex, tu voulais dire quelque chose ? Par rapport à ça, que la... vis-à-vis... Alors attends, pardon, qu'est-ce que tu disais? Je me suis... Je dis simplement que l'objectif n'est pas si ambitieux en termes de nombre. Justement, sur l'objectif de virer Macron, qui est en fait un peu le premier objectif. Moi, je trouve que c'est vrai que, d'une certaine manière, est-ce qu'on arrive à rassembler tout le monde par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est encourageant parce que c'est enfin un objectif en fait, d'avancer. C'est-à-dire de dire on essaye encore de se dire on va se sortir de cette situation de merde, on va virer Macron, on va renverser la balance, on va essayer de recréer une société plus apaisée dans laquelle on va enfin pouvoir augmenter les salaires ou décider reprendre du contrôle démocratique. Il y a quelque chose d'ambitieux, en positif, qui nous fait sortir de la torpeur dans laquelle on est depuis le Covid, puis ensuite là depuis la dissolution. Depuis la dissolution, c'est assez effarant. On ne fait que entendre l'actualité parlementaire, électorale, etc. Tout ça est revenu au devant de la scène, alors que justement les Gilets jaunes avaient permis de faire en sorte qu'on reprenne l'initiative de faire peur au pouvoir. Et je pense que ce côté-là, moi, il m'enthousiasme. Même se réimpliquer dans la politique, parce qu'il y a une résignation très très forte qui s'est installée, résignation d'ailleurs qui est le terreau premier de la montée des forces réactionnaires. Ça a toujours été historiquement le cas. Et là, ça permet aux gens de se sentir réimpliqués, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de ne plus être
en attente, en sidération, et on vient de passer une année où globalement il n'y a eu aucun mouvement social, etc. Ce qui est quand même très étonnant pour un pays comme la France, donc c'est quand même plutôt notre réputation historique. Surtout quand on se fait voler le résultat des élections. Surtout quand on se fait voler le résultat des élections. Et là, Macron, il peut plus se cacher derrière rien, effectivement, tu t'entendais le rappeler récemment, il n'a plus, sa légitimité ne se base plus sur rien du tout. Voilà, ça c'est doit partir. Important pour. Je veux dire, j'essaye aussi de donner un peu des éléments, je veux dire, d'arguments pour ceux qui pourraient être invités sur les plateaux et qui parleraient pour le mouvement du 10 septembre. C'est que nous, à l'époque, on se retrouvait dans une difficulté quand on parlait, Jérôme comme moi, c'est que. À l'époque des Gilets jaunes. À l'époque des Gilets jaunes, pardon, c'est qu'effectivement, on nous opposait à la légitimité de la rue et donc au soutien dans l'opinion publique, on nous opposait la légitimité des urnes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron, il avait été élu, il avait obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc effectivement, il y avait un conflit de légitimité. Voilà, il y en a... contre... Voilà, là, il n'y en a pas. Oui, là, il y a la légitimité dans les sondages, dans l'opinion publique, mais les urnes ont parlé. Il est insupportable, ce mot. Comment ? Légitimité, c'est devenu. Moi, je peux plus entendre cette histoire de légitimité. C'est devenu insupportable. Parce qu'à un moment donné, parce que tu as été élu, tu as la légitimité de faire de la merde. Ah oui, non, mais ça, personne aujourd'hui n'est légitime. Même aujourd'hui, c'est limite ce mot-là, faudrait l'enlever du dictionnaire. Je veux dire, quand tu trouves un boulot, pour moi aujourd'hui, la politique, c'est quelque chose de professionnel. C'est devenu un taf. Qui aujourd'hui a la légitimité de garder son taf ? Tu fais de la merde dans ton taf, t'es viré, t'es licencié, tu dégages. Aujourd'hui, on parle de légitimité du vote parce que le mec a été élu avec 18% du corps électoral. Il a la légitimité de faire de la merde et il faudrait qu'on le garde pour ça. Terminé, il faut arrêter avec cette connerie aujourd'hui. Il n'y a aucune légitimité. Si à un moment donné tu fais n'importe quoi et que le peuple se réveille et que le peuple va à l'encontre de tes décisions, c'est la légitimité du peuple. Cette fameuse voix qu'on vient nous chercher tous les 5 ans ou à chaque élection, quelle qu'elle soit, on veut ta voix, on veut te demander ta voix, donne-nous ta voix, mets-la dans l'urne. Et puis une fois que tu l'as mis, t'as glissé ton petit papier, ta voix, on veut plus l'entendre. C'est terminé. Moi, je peux plus avec ce mot-là. Je peux plus. Ils n'ont aucune légitimité aujourd'hui. La seule légitimité, c'est d'être à l'écoute de ce que les gens veulent aujourd'hui, non pas même pas de ce qu'ils veulent d'ailleurs, parce que moi, je pourrais vouloir avoir 1 million, je pourrais vouloir une Ferrari ou quoi aux caisses. Non, du besoin concret aujourd'hui de l'ensemble du peuple, savoir ce qu'ils ont besoin réellement et se plier aux besoins du peuple. Faut arrêter avec cette histoire de légitimité. C'est ce qui les renforce aujourd'hui et c'est ce qui les maintient au pouvoir, parce que on les a élus. Non mais stop quoi. Non mais là-dessus justement, je crois que on était en difficulté à l'époque. Mais là aujourd'hui justement, moi c'est déjà ce que j'ai pu balancer, c'est à dire mais aujourd'hui vous n'avez pas la légitimité puisque les urnes ont parlé, 2 tiers des Français ont dit on ne veut plus de cette politique-là. Vous êtes arrivé 3e au pouvoir, donc vous n'avez pas la légitimité de mener cette politique. Oui mais le mec continue à surfer de j'ai été élu, comme il l'a dit il y a quelques semaines ou il y a quelques jours en arrière, j'ai été élu pour ça, j'irai jusqu'au bout. Oui mais sauf que c'est faux et les journalistes ils n'arrivent pas. Là ils ont plus de moyens de contrer parce que c'est les législatives qui décident de la politique. Et la preuve, il n'a pas de majorité, il peut pas gouverner, et ces gouvernements, ils tombent les uns après les autres. Et je pense mais il garde cette soi-disant légitimité d'avoir été élu président. Donc je fais ce que je veux, je t'emmerde. Il a la légitimité de présider, mais le président, il ne conduit la politique de la nation que s'il a la majorité à l'Assemblée nationale, donc un gouvernement qui est de son bord. Mais là, en fait, il n'a plus la légitimité de gouverner. Je veux dire, ça s'est établi depuis qu'il y a eu les cohabitations, etc. Et donc où le président devient, je veux dire, simplement un acteur sur le plan international. Il va couper les rubans, etc., pour inaugurer des monuments. Et puis c'est tout. Le reste, c'est le gouvernement qui décide. Là, il n'y a plus de majorité macroniste à l'Assemblée, donc il n'a pas de légitimité à continuer sa politique. Donc là, cet argument qui était pénible il y a 7 ans, pour moi, il s'est retourné contre eux. Et là, on leur a fait une prise de judo. Et maintenant, on est assez à l'aise pour dire votre légitimité, vous l'avez nulle part, ni dans la rue, ni à l'Assemblée nationale. Donc ça suffit. C'est une enfin, sur la légitimité, justement, évidemment, je suis d'accord de l'illégitimité de tous ces politicards et de Macron et des gouvernements qui se prétendent que le fait que des gens aient voté pour eux suffit encore plus dans cette période actuelle. Mais justement, j'ai l'impression que les Gilets jaunes, on a pu amener une légitimité alternative. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avant, il fallait forcément soit être un parti politique, élu, machin, etc., ou alors être une organisation politique déclarée, claire, avec une ligne précise, des intellectuels qui le représentaient, machin, des présences médiatiques. Quelque chose de vertical. Oui, voilà, quelque chose comme ça de vertical. Et alors que justement, avec les Gilets jaunes, on a pu montrer aussi qu'on pouvait, en se passant d'organisation précise, de quelque chose
de clair et de carré à 100% sur tous les plans, se prétendre représenter le peuple en tant que, non pas une personne qui va représenter l'intégralité du peuple, mais que, en étant masse dans la rue, on est légitime, en fait. Et ce que vous soulignez d'ailleurs, à juste titre, et Alex et Jérôme, c'est que en fait, ils faisaient de l'argument de la légitimité un argument absolu, c'est-à-dire, dès que j'ai été élu, ah bah du coup, ça y est, je fais ce que je veux. Mais en fait, le processus électoral en lui-même, il a ses limites. C'est-à-dire, même quand on vote pour un mec, on n'a pas voté pour 100% de tout son programme, à supposer d'ailleurs qu'il ait annoncé tout ce qu'il allait faire. Donc en fait, quand on a un tempérament démocratique, ce que devraient avoir nos dirigeants, mais qu'ils n'ont pas, on sait très bien que le processus électoral ne nous donne pas un blanc-seing pour faire exactement ce qu'on veut, et on reste à l'écoute effectivement des gens, de ce qu'ils expriment. Donc quand ils manifestent, je pense à la réforme des retraites il y a 2 ans, eh ben, effectivement ils disent « Ah bah non, d'accord, ok, ça, on a compris, vous êtes la majorité, vous n'en voulez pas, donc… » c'est pas parce que j'ai été élu que j'ai la légitimité pour le faire. Effectivement, ça c'est très juste ce que vous dites, c'est que quand bien même le type aurait la majorité là à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas, mais quand bien même il l'aurait, bah, ça ne le rend pas légitime à conduire sa politique si de fait, dans la rue, dans l'expression, dans les sondages, etc., bah, sur telle ou telle mesure, tel ou tel budget ou telle réforme, les Français disent majoritairement « mais nous on veut pas de ça en fait ». Mais ça c'est l'esprit démocratique qui a quitté nos dirigeants politiques malheureusement depuis des années et des années. C'est pour ça qu'il a habité très fort le mouvement des Gilets jaunes et qui semble aussi assez présent dans la continuité pour le mouvement du 10 septembre, parce qu'il y a une vraie défiance populaire envers la classe politique dans son ensemble, en fait. Il y a une difficulté à faire confiance et une volonté de refonder le système, de se réimpliquer directement, de pouvoir être décisionnaire. Et très clairement, il faudra se donner la possibilité de repenser nos institutions. Alors ça paraît, si on écoute ce que disent les plateaux télé, ça paraît être complètement utopique, etc. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Les systèmes politiques, ils ont toujours évolué. On ne voit pas pourquoi la 5e République serait gravée dans le marbre absolument, et pourquoi on ne pourrait pas faire c'est juste que généralement, ça ne se fait pas par la volonté des dirigeants. Voilà. Et ça ne se fait pas sans certains événements historiques un peu catastrophiques. Ouais. Voilà. Ouais. On sent que le 10 septembre, c'est un peu le petit frère ou la petite sœur des Gilets jaunes. On sent, tu parlais d'héritage, cet héritage où il y a une petite goutte d'eau comme ça. Alors là, moi, je trouve que, Jérôme, tu as une vision par rapport aux jours fériés. Tu vois, certes, ces 2 jours fériés, c'est un détail, mais c'est le temps. Et en fait, de prendre ton temps, de prendre ce qui te reste, en fait, encore de pas trop mal dans la vie, c'est un acte très violent, en fait. C'est pour ça que les gens aussi ont mal. Énorme violence sociale, ça les attaque dans... Voilà, leur vie de famille, etc. C'est des petites choses. Il y a les grandes orientations économiques, etc., qui portent leurs effets. Et après, ça va se matérialiser dans des choses qui vont pouvoir, affectivement, en fait, toucher les gens dans leur quotidien. Et c'est ça qui devient insupportable. Et il y a eu tout un mythe comme ça de pacte social, 30 glorieuses, etc., où on a pu conquérir des droits, machin truc et tout, et on en est complètement sorti. Aujourd'hui, on est face à un rouleau compresseur. La bourgeoisie, les classes dominantes ne veulent plus rien négocier et ne font que gratter. Bon, inévitablement, au bout d'un moment, ça suffit. Puis derrière, il y a la question de l'inflation. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de grand mouvement contre l'inflation, alors que c'est devenu un problème numéro peut-être 1 des Français. Enfin, je pense que si on demande à la majorité des gens des classes populaires, c'est quoi ton problème? Même au-delà des classes populaires, même ça commence. En fait, il y a tellement plus de compromis que ça commence à empiéter, même en fait sur le pouvoir d'achat, etc. Des classes moyennes supérieures, à même la petite bourgeoisie. Par rapport aux Gilets jaunes de 2018, il y a encore plus de Français, une part des Français qui peut-être se pensent encore plus en galère qu'à l'époque. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut se dire que ce genre de mouvement peut avoir du potentiel, peut-être pas... Les gens se mobilisent pas. Je pense que, il y a un Bayrou et son plan et les jours fériés, tout ça, de toute façon, c'est une goutte d'eau. C'est comme l'essence à l'époque, dont le prix a explosé encore depuis. Mais c'est justement, je pense, le ras-le-bol accumulé aussi de ces années. Et il y a eu une impression de défaite aussi avec la fin des Gilets jaunes, le Covid, tous les espoirs déçus qu'il y a pu avoir avec le non-changement après la présidentielle, les dissolutions, etc. Je pense que là, enfin, il y a eu un truc de trop qui fait que tout le monde
a pu sentir qu'on pouvait converger et revenir sur le terrain et retrouver, comme dit encore une fois, notre légitimité en fait, c'est-à-dire se dire bon, c'est bien, on est repassé, il y a eu toutes les séquences en fait électorales habituelles où quelqu'un est censé nous représenter, quelqu'un est censé nous défendre, et peut-être qu'en allant dans la rue avec les gilets jaunes, on n'a pas obtenu, et globalement à travers la rue, on s'est juste fait taper dessus, on n'a pas réussi à obtenir un changement. Bon peut-être là il y avait des échéances où on a pu essayer de rechanger les choses, ça n'a toujours pas marché. C'est bon, là on a suffisamment subi, on a suffisamment attendu. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être remotivés de rentrer un peu en politique et de se dire on a possibilité de reprendre le contrôle un peu de la situation et essayer de leur mettre la pression nous-mêmes en fait pour que ça change. J'interviens, je crois que Jérôme il voulait intervenir sur l'inflation et ce qui s'est passé depuis les gilets jaunes et à aujourd'hui sur les difficultés des gens, etc. Moi, je me permets d'intervenir pour donner la parole parce que j'aime bien quand tu parles de ça, parce que tu en parles bien concrètement, tu vois. Après, le truc, c'est que dans la rue, je suis reconnu. Et je suis énormément interpellé. Encore aujourd'hui, 3 fois, j'ai été interpellé par des gens. Et toutes les catégories aujourd'hui sont touchées par l'inflation. Un mec qui potentiellement touchait 4000 balles, il est impacté lui aussi. Parce que ce pognon qu'il pouvait avoir à la fin du mois, il ne peut plus le claquer autant qu'il le claquait auparavant. Et à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, on a limite les différentes classes, elles se restreignent parce que tu vas avoir la classe des riches et la classe de ceux qui galèrent. Et que le juste milieu qu'on pouvait avoir à l'époque, ce qu'on appelait la classe moyenne, ceux qui arrivaient quelque peu à s'en sortir, eux aussi aujourd'hui n'arrivent plus à s'en sortir. Moi, je me rappelle à l'époque des Gilets jaunes, dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup de propriétaires. Ils avaient l'air assez, en retrait par rapport au mouvement, que je leur disais, bientôt ce sera votre tour, parce qu'en tant que propriétaire, vous êtes considéré comme quelqu'un de riche, parce que potentiellement tu as une maison qui t'appartient. Pas du tout, parce que déjà ta maison elle t'appartient pas, la seule chose qui t'appartient c'est ta dette. Et le jour où ils viendront vous chercher, vous rentrerez sur le marché de la colère. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que ces classes-là, qui avaient potentiellement les moyens de pouvoir s'en sortir à la fin du mois, aujourd'hui, eux aussi commencent à rentrer sur le marché de la précarité. Et ça, je le ressens tous les jours quand je vais faire mes courses, où les gens ont bien compris que le moindre cabas, il est à minimum 50 €, que le caddie qui coûtait 100 € il y a 2 ans, aujourd'hui, t'en as plus que le quart à l'intérieur. Et ça, les gens le ressentent. Donc, ils m'interpellent au niveau des prix, sauf qu'aujourd'hui, on a une espèce de... Tu sais, cette façon de parler dans les médias qui te disent l'inflation baisse. D'accord? Ouais, l'inflation, elle baisse à 1%, mais les prix continuent d'augmenter à 1%. Tu vois, toute cette sémantique qui permettent pas aux gens de réfléchir en disant que malgré tout, même si l'inflation elle baisse, les prix continuent d'augmenter. Et les salaires, en tout cas, ne suivent pas derrière. Et donc, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, comprennent la douleur quand ils reçoivent le ticket de caisse. Et ça touche énormément de personnes. Que ce soit le mec des quartiers, que ce soit le mec de la zone pavillonnaire, que ce soit le mec qui touche un peu plus de thunes. Tout le monde est impacté aujourd'hui par les prix. Donc, on ne peut pas faire de différence. L'inflation fait partie du problème. Et je rejoins Sabrina. Aujourd'hui, moi, dans la rue, on ne vient pas me parler de l'immigration. On ne vient pas me parler de tous les sujets que l'on te met en avant aujourd'hui dans les différents médias. Hein, comme qui dirait l'autre, hein, on te montre la lune et l'idiot regardera le doigt. Tous ceux qui me parlent aujourd'hui, qui viennent discuter aujourd'hui, c'est qu'ils n'en peuvent plus à la fois de payer trop cher leurs courses et de payer des choses sur lesquelles ils n'ont pas de ticket de caisse, sur les taxes, sur les impôts, et de ne pas savoir où va leur pognon. Tu vois, on est là toujours à essayer de catégoriser les patrons. Moi, je te parle des petits patrons. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus de devoir payer des impôts et de pas savoir où vont les taxes. Et que quand ils ont rendez-vous à l'hôpital et qu'ils doivent galérer 9 heures, que quand ils doivent avoir accès à un service public. Moi, l'autre jour, j'ai eu un chef d'entreprise qui malheureusement est tombé en accident de travail. Ça fait 3 mois qu'il se tape avec la sécurité sociale pour recevoir son pognon. Alors que le mec a cotisé. Faut pas les oublier non plus. Tu vois, aujourd'hui, il y a cette frontière qui pouvait peut-être exister il y a quelques années en arrière, où ceux qui arrivaient à s'en sortir, et aujourd'hui, elle s'amoindrit de plus en plus. Et ces gens-là rentrent aujourd'hui sur le marché de la colère parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont donné, mais que derrière, ils ne reçoivent pas. Quand tu vois l'état de nos écoles, quand tu vois l'état de nos hôpitaux, quand tu vois l'état de nos services publics, que même pour joindre les impôts au téléphone, c'est une galère, il n'y a personne pour te répondre quand tu dois te retrouver à payer quelque chose et que tu ne comprends pas pourquoi. Tu vois, on en est là. Donc ouais, l'inflation, moi, je te dirais que c'est un des sujets prioritaires aujourd'hui. Et pas que, parce que moi, j'ai le souvenir d'un couple qui potentiellement gagnait 5 000 €, m'expliquait pourquoi ils étaient gilets jaunes, c'est qu'ils avaient une fuite dans leur toit et qu'ils se sont fait avoir par une société et que derrière, ça fait 3 ans que la maison, elle prend l'eau, que ça prend l'humidité et qu'ils n'arrêtent pas de claquer de la thune, ils ont froid l'hiver et ils n'arrivent pas à s'en sortir, même en ayant 5 000 € aujourd'hui par mois qui rentrent dans le foyer.
Tu vois, et c'est ça, je te dis, il y a un trop plein c'est pour ça qu'aussi le mouvement Gilets jaunes et potentiellement le mouvement du 10 septembre, il est protéiforme, parce que tu t'aperçois que chacun aujourd'hui a une galère dans sa vie et ne trouve pas de réponse à comment résoudre sa galère, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de la vie de tous les jours, et qu'il a du mal à faire face à ses responsabilités derrière et de pouvoir suivre. C'est ça, les gens, ils sont atteints dans leur dignité, en fait. Et ça, quand on commence à toucher à ça, la colère, on peut pas remettre le couvercle dessus, c'est pas possible. Et je voulais juste rebondir sur un truc, c'est très intéressant, ce que tu dis, effectivement, genre, on vient pas te parler de problèmes d'immigration, etc. Moi, j'ai l'impression que, alors, ça a toujours fait partie du logiciel dominant, capitaliste, etc., de fonder son pouvoir aussi sur la division par le racisme, etc. Et j'ai l'impression que particulièrement après les Gilets jaunes, il y a eu un regain dans l'offensive islamophobe, sécuritaire, etc. Et pourtant, malgré, je veux dire, littéralement des milliards qui sont investis en fait dans la propagande réactionnaire, que ce soit par Bolloré, Sterrin, il y a CNews, ils ont vraiment tapis rouge sur les médias de grande écoute. Ils sont invités, ils sont légitimés, le cordon sanitaire a complètement sauté, etc. Leurs politiques sont reprises entièrement par le gouvernement avec l'ignoble Retailleau, entre autres. Et pourtant, c'est pas ça. On n'oubliera pas Retailleau. On n'oubliera pas Retailleau, oui. Mais à mon avis, on va le retrouver d'ici peu de temps. Hein. Ah, pronostic François, on verra si tu touches. Qu'il ne soit pas promu même. Mais en tout cas, ça prend président du Parti des Républicains. Mais tu vois, on voit que ce qui finit par se transformer en mouvement réel dans la société, c'est quand même justement ces questions sociales, ces questions de dignité, etc. Ouais. C'est très facile d'aller mettre un bulletin raciste dans l'urne. C'est dans l'isoloir, personne ne nous voit mettre notre petite crotte de nez dans le truc. C'est, voilà, mais moi, je pense le que système électoral permet ça. Mais c'est juste pour te dire que je pense que c'est parce que les gens, pour beaucoup d'entre eux, ils sont perdus, ils comprennent pas, ils voient juste que on est en train de toujours leur demander des sacrifices, mais et ils voient bien, ils sentent qu'il y a une injustice, qu'il y a un truc qui va pas là quand même. Mais ils ont du mal à mettre des mots là-dessus et puis à comprendre surtout. Ouais. Alors là, moi, je voudrais juste dire quelque chose de très simple. Parce que vraiment, là, l'injustice est tellement énorme que c'est facile de leur répondre. Bayrou, il nous dit qu'il faut faire 44 milliards d'économies. Et c'est vrai qu'il faut trouver de l'argent parce que le déficit, il est trop grand et que ça va poser des problèmes sur la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette. Donc oui, d'accord, il faut faire des économies. Mais la question, c'est à qui on les demande. Oui. Et évidemment, Macron et je dirais tous ses gouvernements ont donné des cadeaux fiscaux, mais à n'en plus pouvoir aux plus riches de ce pays, qui ont vu leur fortune mais exploser. Et c'est pas que Macron, hein. Avant lui Hollande, avant lui Sarkozy, je veux dire, c'est très simple. Il y a en 20 ans, si on prend les entreprises du CAC 40, elles ont multiplié leurs profits par 4, par même 4,5, et elles ont multiplié leurs profits aussi, enfin les dividendes qu'elles distribuent, par 4. Alors moi je demande aux gens, est-ce qu'en 20 ans, ils ont leurs salaires qui ont été multipliés par 4 ? Bon, évidemment non. Et en fait, les 44 milliards d'économies, c'est très simple. Il y a 2 mesures à prendre. On pourrait en étudier d'autres. Hein. Mais il y en a 2 à prendre, c'est très simple. La taxe Zuckman, ça concerne les 1800 personnes les plus riches de France. 1800 personnes. Bon, ça rapporte 20 milliards. Donc c'est quand même pas grand monde. C'est 0,00001%, hein, grosso modo, de la population. Donc il reste ensuite 25 milliards à trouver. Bah, c'est pas compliqué. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti. Il y a 211 milliards d'aides par an aux entreprises. Et dans ces 211 milliards, il y a les plus grandes entreprises qui en captent quand même une bonne partie. Je viens de dire que le CAC 40, ils ont multiplié par 4. Ils sont passés en gros à 30 ou 40 milliards de profits il y a 20 ans. Ils sont à 150 milliards. On peut peut-être aller leur en prendre 25. Peut-être. Il va leur en rester encore 120, plus de 120. Donc, juste on leur en prend 25. Ça y est, on a nos 45 milliards. On n'a pas demandé une seule larme de sang, une seule goutte de sueur aux Français. Ils ont gardé tous leurs droits sociaux. On ne leur a rien demandé. Voilà. Surtout, je pense même qu'on pourrait aller chercher encore un peu plus d'argent auprès du CAC 40, qu'on pourrait redonner un peu aux gens. Hein. Et en plus, c'est de l'argent qui servirait à l'économie. Donc, ce serait plus juste et plus efficace sur le plan économique. Et il y a un vrai travail idéologique qui est fait dans les médias, etc., les intellectuels organiques du système pour que les gens ne voient pas le lien direct. C'est effectivement parce que cette classe dominante se gave que nous, on s'appauvrit, etc. Et c'est pour ça qu'il y a toute une logique de bouc émissaire, etc., qu'ils essayent de mettre en place en permanence. Et oui, il faut arriver à faire
comprendre ça quand même que il y a une causalité directe. Je pense que c'est un des enjeux aussi, je pense en vrai, du 10 septembre. Quand on voit, pour faire un peu la différence aussi encore avec les Gilets jaunes par rapport, enfin le 10 septembre par rapport aux Gilets jaunes, l'un des trucs clés, je trouve, c'est aussi ce truc où, dès le départ, il y a cette perception quand même qui semble assez largement partagée. Là, il y a un sondage qui est sorti encore là, ces derniers jours, là, qui disait que 74%, j'ai plus des sondés qui étaient pour la taxation des plus riches. Je pense que il y a cette perception-là déjà qui est présente dans la population. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Et on voit que les affects racistes ne sont pas prédominants. Oui, mais... ça c'est important de le dire, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, moi j'ai regardé un petit peu, pour l'instant, on va dire les revendications, on peut peut-être appeler ça comme ça, ou en tout cas les mots de protestation, les slogans, ne vont pas massivement vers l'immigration est un problème, et ça quand même c'est à noter, même en tant qu'antiraciste, ceux qui nous écoutent, c'est à noter que pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Il y a même des mots d'ordre ouvertement ou dans certaines assemblées, qui ouvertement mettent en avant quand même justement le refus du racisme comme étant une vision de division en fait de la population et que c'est pas l'objectif du mouvement. Ça engage les assemblées précises qui le disent, mais voilà, il y a déjà ça dès le départ dedans. Et également aussi, il y a des mots d'ordre qui sont déjà présents contre la guerre. Et ça, pour moi, tout ça, c'est des choses qui sont encourageantes aussi. Ça veut dire que dès le départ, il y a aussi une perception de dire, là, on veut essayer de ravoir voilà, du pouvoir d'achat, revivre mieux, mais dès le départ, on a certaines cibles qui sont quand même désignées comme étant il faut reprendre aux plus riches et ils vont pas nous la faire à l'envers avec le racisme et avec la guerre qui pointe. Et ça, je pense aussi c'est intéressant de voir que dès le départ, il y a des éléments. Alors encore une fois, on peut pas dire que c'est tout le mouvement, etc. Mais le fait que ça émerge dès le départ, je trouve ça encourageant de voir qu'il y a cette perception de se dire ça entre dans quelque chose de plus grand. Ça vient d'où? Je pense qu'il faut pas se faire d'illusions sur un truc, c'est que les gens qui sont mobilisés pour l'instant dans les AG, sur les réseaux, etc., viennent d'une sociologie qui est très largement militante. Nous, par exemple, sur l'AG près de chez nous, c'est que des gens qui avaient déjà manifesté, qui étaient déjà dans des orgas, etc. Faut pas refaire l'erreur des Gilets jaunes, quoi. Non, c'est sûr. Mais après, c'est aussi parce que le mouvement se base pas sur... Ils se disent, cette fois-ci, on va pas... Les syndicats, etc., se sont dit... On peut pas tout recommencer à zéro. Effectivement, il y aurait beaucoup à dire du rapport à la gauche, effectivement, comment elle s'inscrit ou pas dans ce mouvement, mais d'entrée de jeu, effectivement, il y a une population qui est déjà beaucoup plus politisée qui se mobilise pour le 10 septembre, qui ont très bien vu l'opportunité en fait d'ouvrir une brèche dans la séquence. Donc, à la fois, ça peut avoir un effet de mise en retrait de certains qui auraient peur d'une récupération. Ça a toujours hanté le mouvement, etc. Bon, Jérôme, il n'aime pas ça, la récupération. Oui, ce sera aux gens de s'impliquer après. Non, mais ça, c'est pareil. Je pense. Mais effectivement, d'entrée de jeu, il y a... La récupération, si tu regardes un des premiers gars qui a récupéré le mouvement du 10 septembre, il s'appelle Philippot, il a déjà manifesté samedi, d'accord? Et déjà à l'époque des Gilets jaunes, il nous avait fait le même plan, le mec qui avait déposé la marque Gilets jaunes à l'INPI. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu voulais sortir un t-shirt Gilets jaunes, limite tu lui devais de la thune au mec. D'accord? Donc ces histoires de récupération, ça me gonfle. D'ailleurs, les Gilets jaunes n'ont été ni récupérés par la gauche, ni récupérés par la droite, parce que dans l'absolu, dans les manifestations, ça criait ni Marine Le Pen, ni Mélenchon. Par contre, ça criait RIC. D'accord? Ça parlait de démocratie directe. S'il y a bien un format politique qui avait récupéré l'ensemble des Gilets jaunes, c'est celui de la démocratie et qui passait par le RIC. Le RIC, le PIC, le ZIC, on l'appelle comme on veut. Pour l'instant, on s'est juste fait nique. Mais il n'y a pas eu de récupération. Ça me gonfle. Maintenant, aujourd'hui, qu'il y a une sorte de... Comment dire? Parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils savent pas ce que c'est le RIC. Le RIC. Moi, le RIC, après, j'ai pas, si tu veux, c'est quand même quelque chose d'assez complet. Et non, même quand tu écoutes veut dire quoi? Déjà, dites ce que ça veut dire. Référendum d'initiative citoyenne, voilà. Ce qui permettrait, après, pour vulgariser la chose, d'avoir la démocratie directe, c'est-à-dire de demander au peuple à un moment donné de pouvoir aller à la votation pour aller dans le sens de leur intérêt en posant les bonnes questions. Tu vois, au peuple. Après, il y a différentes formes, il y a différents... Si tu écoutes Fly Rider, un des plus grands prêtres du RIC sur le mouvement des Gilets jaunes qui te dit le RIC en toute matière, d'autres vont te dire le RIC révocatoire, le RIC je sais pas quoi. Bref, quoi qu'il advienne, d'avoir une démocratie directe et qui permettrait, en tout cas sur des décisions qui nous impliquent dans notre vie de tous les jours, de pouvoir donner la parole au peuple. Je voulais juste parce que tout à l'heure vous parliez de dignité.
C'est un des problèmes majeurs aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est un des trucs qui, pour moi, est un problème aujourd'hui, et je l'ai encore vu hier, tu vois. Les personnes qui m'interpellent dans la rue, généralement, c'est hey, Rodriguez, hey, Jérôme, et puis ils viennent discuter avec moi. Sauf que moi, ils savent qui je suis. Moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et la plupart du temps, quand ils m'ont interpellé, que je viens pour leur serrer la main, et que je leur dis, et toi, tu es qui? Dans le sens, présente-toi. Moi, j'ai pas besoin de le faire, tu me connais. Je vous jure que 9 fois sur 10, les gens me disent, ah non, mais c'est pas important. Ah non, mais moi, je suis personne. Hier, je suis tombé sur Julien, je faisais mes courses. Ah, salut Jérôme. Et j'ai dû insister 3 fois pour qu'il me donne son prénom et savoir ce qu'il faisait dans la vie. Julien, prof, à Mitry-Mory, dans le 77, une ville pas loin de chez moi. Parce que les gens aujourd'hui ne sont rien. Aujourd'hui, les gens sont des gueux. Aujourd'hui, les gens sont des sans-dents. Alors que toutes ces personnes aujourd'hui, quelles qu'elles soient en France, participent à l'économie, participent à la vie de la France, quelque part ont un apport dans ce pays, ont une responsabilité familiale, professionnelle dans la vie de tous les jours. Et on a réussi à leur faire croire qu'ils ne sont personne, qu'ils ne valent rien. Si on prend l'exemple d'il y a 2 ans, le coût des 19 degrés pour pouvoir économiser l'électricité, ils ont participé. Les Français ont joué le jeu. Pour le coup, il n'y a pas eu de blackout. L'électricité n'est pas partie en couille. Parce que les gens ont su être à l'écoute et ont su œuvrer dans ce sens-là. Il faudrait aujourd'hui rendre un petit peu de dignité aux personnes et d'éviter de faire en sorte que les gens ne soient rien. Je donnais l'exemple dans un autre format de discussion comme on peut avoir ce soir. Vous prenez une hôtesse de caisse qui est devenue une machine à biper. Vous voyez aujourd'hui, elle a son prénom sur un badge. Vous arrivez en caisse, vous lui dites « Bonjour Martine ». Je vous garantis qu'elle va mettre 2 secondes à savoir qui c'est Martine. Parce qu'elle ne sait même plus qui elle est. Parce qu'on ne donne pas de l'importance aux gens. Dans ce pays, on nous traite de feignants, on nous traite de moins que rien. Et en plus, on veut nous imposer encore plus. Et c'est ça aujourd'hui aussi, ce problème de dignité. Au-delà de la rémunération, de donner de la valeur à l'argent, de se dire parce qu'on va gagner plus, on sera quelqu'un. Pas du tout. Juste de donner un petit peu de crédibilité, de donner un peu de confiance à toutes ces personnes-là. Et ça aussi, ce serait pas mal pour récupérer un peu de dignité. Tu reprends le mouvement des Gilets jaunes. Sur les ronds-points, les gens existaient. Ils existaient pendant quelques heures. On a insulté les Gilets jaunes parce qu'ils ont manifesté tous les samedis. Oui, mais quand tu es enfermé chez toi, que tu as fait métro, boulot, dodo, une fois que tu as fini ta journée, que tu te retrouves dans ton studio tout seul, la solitude. Aujourd'hui, un des grands malaises de ce pays, c'est les gens qui sont seuls, tout seuls, et qui pendant un laps de temps vont pouvoir exister auprès d'un autre. Je vous parle pas d'exister sur les réseaux sociaux, de notoriété et patin couffin, parce que ça c'est de la merde, c'est comme être riche au Monopoly, ça sert strictement à rien, mais de pouvoir être quelqu'un l'espace d'un après-midi, d'être quelqu'un l'espace d'une journée sur un rond-point. C'est pour ça qu'aussi, tu vois, sur le mouvement du 10 septembre, à défaut d'aller faire les fous dans la rue, à défaut de faire des appels nationaux sur Paris où tout le monde viendrait se faire casser la gueule, allez sur vos ronds-points. Essayons de recréer ce qui a été une des choses les plus importantes sur le mouvement des Gilets jaunes, de recréer du lien social, de s'apercevoir que quand on discute les uns avec les autres, on s'aperçoit qu'on est tous unis autour de la même chose. Tu vois, parce que ces petites discussions sur les réseaux sociaux ou sur les différents lives, les différents spaces, où tout le monde vient de se renifler le cul de savoir si on est de droite ou de gauche. À un moment donné, le frigo, quand il est vide, il vous demande pas s'il est de droite et de gauche. À un moment donné, quand vous êtes malade à l'hôpital et que vous devez galérer 9 heures pour les urgences, on vous demande pas si vous êtes de droite ou de gauche. Quand vous appelez la sécurité sociale ou les impôts parce que vous avez un problème avec un service public, on vous demande pas si vous êtes de droite et de gauche. Et tout ça, c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens sont capables de s'unir peut-être autour d'une colère, de créer du lien social, de s'apercevoir que, tu vois, un petit peu comme la réforme des retraites, 92% des travailleurs étaient contre cette réforme de retraite. 85% des Français étaient contre cette réforme de retraite. Mathématiquement, il y avait des mecs de droite et de gauche. Mathématiquement, 92%, tu peux pas faire autrement. Donc les gens arrivaient à s'unir, à discuter d'un problème qui les concernait. Tu vois ? Et c'est ça aujourd'hui qu'il faudrait refaire. Et peut-être que même le 10, ce ne sera pas une finalité, mais les prémices d'un retour à ce qu'ont pu être les Gilets jaunes, de la faculté des gens aujourd'hui de pouvoir s'unir autour d'une discussion, de trouver, même avec des désaccords, quelques accords qui permettraient de changer les choses et d'accéder aux besoins qui nous sont essentiels aujourd'hui. Et ça, faudrait y revenir, de pouvoir exister les uns vis-à-vis des autres, sans forcément aller chercher de savoir qui est de droite et de gauche. Parce que, tu vois, moi, j'ai donné l'exemple, dans beaucoup de familles, le jour où tu te maries, tu pensais qu'en allant aux chiottes, ça allait être le moment où tu allais être tranquille, tout seul, où personne allait venir t'emmerder, le temps que tu déposes tes humeurs, ok ? Et tu t'aperçois qu'à un moment donné, t'as quelqu'un qui potentiellement va rentrer dans la salle de bain alors que t'es là en train de déposer. Le seul endroit où t'es tranquille, au final,
le seul endroit où il y a personne qui viendra te faire chier pendant 5 minutes dans ta vie, c'est dans l'isoloir. Et tu peux faire tout ce que tu y veux, personne ne saura ce que tu y fais, quoi qu'il advienne. D'accord? Il faut que les gens se reconcentrent sur l'essentiel, sur nos problèmes qui nous concernent tous. C'est malheureux, hein, mais les gens ne se réunissent qu'autour de problèmes. Hein. Tu vois, les bonnes vieilles familles, généralement, ils se retrouvent autour d'un enterrement, rarement autour d'un mariage. Tu vois, et il faudrait que ça revienne, et c'est ce qui va permettre de peut-être de créer une force, le fait que les gens discutent, se préoccupent de leurs problèmes aujourd'hui, que de se préoccuper des problèmes qu'on essaie de nous mettre dans la tête. Si tu reprends quelque chose de très important, parce que moi je le dis, hein, qui nous dit que les Gilets jaunes avaient la vérité? Dans l'absolu, on n'a même pas gagné le combat. Qui nous dit que l'herbe qu'on a proposé de brouter à tous les autres moutons, ceux qu'on appelle des moutons qui sont de l'autre côté de la barrière, notre herbe était meilleure? J'en sais rien parce que dans l'absolu, on n'a pas été au bout du combat. Mais les cahiers de doléances, je pense que ça, c'était une part de vérité. Parce que c'est quand même 2 millions de Français qui ont pris le temps, avec un stylo, aujourd'hui tout le monde pianote, hein, tout le monde est comme ça sur son ordinateur, sur son téléphone, d'aller écrire leurs besoins. Et c'est peut-être pour ça qu'ils les ont enterrés. Quand tu reprends des études universitaires ou des études de comités citoyens qui ont retiré l'essence même des attentes de ces cahiers de doléances. Quand tu prends la société qu'avait employé le gouvernement pour aller retirer l'essence même des cahiers de doléances et à qui on a demandé de supprimer leur travail. Ça, c'est sorti dans un reportage. Hein. Vous avez un maire dans le 60 qui s'appelle Fabrice Dallongeville qui a travaillé sur le sujet des cahiers de doléances et qui fait tout son possible pour pouvoir les déterrer, de pouvoir retirer peut-être une vérité, mais en tout cas la réalité du quotidien des Français et de leurs besoins. Et ça, c'était peut-être quelque chose qu'on devrait s'y intéresser. Et il n'y a que cette façon où les gens avaient de discuter entre eux et d'aller remonter les informations. Je tiens à rappeler quand même que les Gilets jaunes ont énormément œuvré dans les cahiers de doléances, hein, d'aller ressortir la réalité aujourd'hui de nos besoins et de retrouver un petit peu de dignité. Et ça, on va le retrouver qu'en discutant les uns avec les autres. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, effectivement, je pense que c'est un des trucs, je trouve, qui donne de l'espoir avec le 10 septembre et le retour, du coup, d'une formule proche de certains éléments qu'on avait dans les Gilets jaunes. C'est justement le retour à une discussion entre citoyens, on va dire, entre personnes humaines directement, en face à face. Et ça, c'est le truc clé qu'il y avait dans les Gilets jaunes et qui fait, je pense que... Enfin, moi, je sais que avant tout, ce qui fait que les Gilets jaunes me portent encore aujourd'hui et que j'ai l'impression qu'il est partagé avec toutes les personnes que j'ai pu voir qui ont participé au mouvement, c'est ce sentiment d'exister, comme tu décris, Jérôme, et ce sentiment que quand on se parlait, on s'en foutait de la forme, en fait. On s'en foutait de exactement qu'est-ce que tu pensais, dans quelle catégorie politique de machin, de ceci tu t'inscrivais. De croyances, de sexualité. Oui, c'était genre, qu'est-ce que tu as envie qu'on dit, fasse, en fait, ensemble, quoi. C'était ça qui était important. C'est ça, parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le rond-point. Il y avait beaucoup plus important. Enfin, il y a quelque chose qui était très important dans le rond-point. Au mois de novembre, il fait nuit à 17h. Tu avais ce feu autour du rond-point, au milieu du rond-point. Tu vois, et le feu, depuis la nuit des temps, à défaut de nous chauffer la nourriture et de nous nourrir, il permettait de réunir les gens. Comme à l'époque, quand il n'y avait pas de télé, les foyers se retrouvaient autour d'une veillée, autour d'un feu. Et ce feu ne faisait que lécher les visages. Il y avait très peu de lumière, peut-être un ou deux réverbères si le rond-point en était doté. Tu vois? Et qu'est-ce que tu pouvais percevoir de la discussion que tu avais du mec en face de toi ou de la femme que tu avais en face de toi? Peut-être de par la voix, un homme, une femme, de peut-être dissocier l'âge. C'est tout ce que tu pouvais savoir de la personne que tu avais en face de toi. Au pire, tu ne voyais même pas la couleur politique, sexuelle, de croyance. Tu ne voyais rien la seule chose que tu pouvais entendre, c'était la discussion qu'il y avait autour de ce feu et qui permettait de faire remonter les problèmes et de s'apercevoir que le retraité qui galère autant que la maman seule, autant que le gars qui est au SMIC, autant que le mec qui est au chômage, autant que le patron qui est désœuvré aujourd'hui de pas pouvoir faire mieux, peut-être aussi favoriser ses employés ou de se dire qu'il ne paye pour rien, tu vois. Et c'est ça qui a permis aux gens de pouvoir se réunir autour de ce feu qui était peut-être beaucoup plus important que tout. Alors il y en a, ils vont dire ça faisait chauffer les merguez. On aura de bouffer aussi un petit peu de temps en temps, hein. Ça fait toujours du bien de se nourrir autour d'une bonne discussion. Et c'est ça qui était prédominant sur les ronds-points et qu'on a tendance à oublier. Alors ça fait très, tu vois, l'image elle parle d'elle-même. Les gens, tu vois, il y a toujours, on est tous un petit peu attirés par le feu, on est tous un petit peu pyromanes quelque part, on veut brûler une petite brindille d'herbe, on veut mettre sa palette sur le feu, tu vois. Mais ça permettait aux gens, tu vois, regarde, on les voit pas les visages sur la photo, on sait pas à qui on parle. Par contre, on écoute ceux qui parlent. Et on donne pas de l'importance à la personne qui parle, on donne de l'importance à sa parole. Et c'est ça qu'il faudrait retrouver aujourd'hui. Et tu
tu vois, quand j'exagère, je pourrais exagérer un peu en te disant, allez, je vais faire le complotiste, hein, ça va faire plaisir au trou du cul qui nous écoute. C'est le Covid a voulu mettre fin aux gilets jaunes parce que les gens se parlaient et le fait de nous avoir enfermés à la maison, ça a coupé toute liaison et tout lien social, si on veut. Après, le mouvement avait commencé à péricliter au moins un an avant le Covid. Et quelque part, quand tu reprends l'été 2020, où on a réussi pendant 9 semaines à remettre des personnes dans la rue tout un été avec des grosses manifestations pendant tout un été, ça a recréé aussi ce lien social parce que même des gens qui ne parlaient pas aux gilets jaunes ont pu voir qu'on avait fait un gros travail de fond. Donc, tu vois, c'est ça qui serait important aujourd'hui, que les gens se parlent. Parce qu'il y a que sur les réseaux sociaux, on vient se renifler les seufs, hein. Tu vois ce que je veux dire? Sur les ronds-points, les gens ne le faisaient pas. On parlait de nos problèmes qui, malheureusement, nous unissaient. Et on essayait de trouver des solutions, tout à chacun, quelle que soit la personne que l'on était, la croyance ou l'idée politique ou la sexualité qu'on pouvait avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui était prédominant, en tout cas, sur les ronds-points des Gilets jaunes. Je vais dire un dernier truc, je vais vous laisser la parole après, mais juste je voudrais dire sur ça que je trouve que c'est ce qui est encourageant en fait dans le 10 septembre, c'est que on ne sait pas si ce sera massif, on ne sait pas si justement... Non, c'est rien, hein, c'est l'inconnu. On ne sait pas, mais du coup pour l'instant, comme dit, nous en tout cas localement ce qu'on voit c'est beaucoup de militants, mais justement moi ce qui me semble encourageant c'est de voir que même si c'est beaucoup de gens qui militent déjà, qui sont dans l'organisation initiale, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver derrière. Moi je ne suis pas arrivé au premier samedi, il y a plein de gens qui vont arriver les samedis qui suivent, enfin c'est pas samedi du coup maintenant, ça sera peut-être tous les jours on espère, mais en tout cas qui vont arriver ensuite si ça prend. Mais ce qui est encourageant je trouve c'est que ces gens qui sont tous des militants qui ont leur propre, tous ces gens qui sont militants qui ont leurs propres agendas etc, ils semblaient tous d'accord sur un point qui était ce point-là des Gilets jaunes, qui était cet acquis-là de il ne faut pas empêcher les gens de venir en fait pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui sont un peu fous du bus, qui sont un peu complotistes bizarres, qui ont des opinions qui sont très opposées par rapport à celles qu'on peut avoir, etc. Ils sont les bienvenus à partir du moment où ils veulent lutter avec nous ensemble et qu'on veut lutter dans une direction qui correspond à ce que le collectif a envie de faire. Et cette mentale-là, elle a gagné en tout cas. C'est là où se décidaient les actions. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs sont retrouvés autour d'un feu, discutaient, parlaient de leurs problèmes. Bah, là, qu'est-ce qu'on fait demain? Vas-y, on va emmerder Amazon, on va ouvrir un péage. Parce qu'à défaut d'avoir bloqué, les Gilets jaunes, ils ont plutôt libéré les autoroutes. Tu vois, ils ont mis en place une gratuité des autoroutes. Tu vois, et ce lien social, plus il était nombreux, tu vois, c'est ce que j'invite aux gens à faire. Parce que aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais on a un problème d'irresponsable en France, hein, ou de défaut de responsabilité. Tu vois, parce que une aussi des choses qu'on me demande le plus dans la rue, c'est ils sont où les Gilets jaunes? Accessoirement, quand je suis un peu mal luné, parce que j'ai mon caractère de con aussi, parfois ça m'arrive quand j'ai mal dormi, potentiellement je vais leur répondre, il est dans ta boîte à gants. Parce qu'il se doit d'y être, c'est la loi qui t'y oblige. D'accord? Mais à un moment donné, attendez pas un boulot, attendez pas un Rodriguez, attendez pas un gilet jaune, attendez pas un syndicat, attendez pas un parti politique. Prenez vos responsabilités, au pire, arrêtez-vous sur un rond-point, discutez avec les gens. Et vous allez pouvoir peut-être prendre vos responsabilités pour pouvoir agir dans le sens commun et mener une action concrète qui permettra aussi de faire évoluer les choses. Tu vois, une des premières erreurs, parce qu'il y a eu du recul, de faire moi, aujourd'hui, si par exemple je devais revenir à hier, ok, jamais de la vie je fais des appels nationaux sur Paris. Restez sur vos ronds-points, parce que c'est là où on était beaucoup plus actifs quelque part. C'est là où on faisait beaucoup plus peur au gouvernement. Et en plus, à défaut de concentrer l'ensemble des forces de répression dans un seul même endroit qui nous a fait que ramasser nos yeux au sol, parce que on parle d'emprisonnement, on a oublié de parler de mutilation. Hein, des 40 gilets jaunes qui ont perdu un œil, des 6 autres qui ont perdu une main, et je vous parle pas des 25 000 blessés, mais de sacrées blessures, avec des points de suture jusqu'à une vingtaine sur le crâne. On oublie, tu vois, d'être présent sur les ronds-points, tu vois, à défaut de monter tous sur Paris, et en plus, tu vois, de répartir l'ensemble des forces aujourd'hui sur tous les ronds-points afin de diviser les forces de répression. 95 départements, 90 centaures. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, la Rotaillot, il fait le malin, mais pour pouvoir partager 120 000 keufs sur l'ensemble de la France, ça risque d'être un peu plus compliqué que de tous les concentrer sur Paris. Je vous rappelle qu'on a quand même le record absolu, 98 000 keufs sur Paris, rien que pour les Gilets jaunes. Ils avaient même délogé les structures de pouvoir pour y mettre les mecs de l'armée pour pouvoir encore libérer du flic pour venir nous casser la gueule. Tu vois, donc ça là-dessus, moi je referai plus la même erreur, tu vois. Et donc j'invite les gens. Et en plus, à défaut de s'écharper sur les réseaux sociaux où on est complètement hors sujet,
tu vois, des mecs comme Boulot, des mecs comme moi et des mecs comme vous, même Sabrina, tu vois, que je connais, d'être force de conviction sur le terrain, d'être dans le monde du réel, à défaut de vouloir convaincre dans le monde du virtuel où tu parles à des mecs qui sont cachés derrière une image de chèvre et un pseudo, tu vois, de parler concret. Et moi, c'est un des boulots que je fais le plus aujourd'hui dans la rue, à défaut de montrer ma ganache. J'ai pas fait un live pour le 10 septembre. J'ai pas montré une seule fois ma gueule sur mes propres réseaux sociaux parce que je préfère faire le job aujourd'hui dans la rue, de discuter avec des gars, leur dire, hey, faut que t'en sois. Ouais, mais moi, les uns attendent les autres attendent les uns. Vous n'avez pas fini de vous attendre, les gars. Prenez vos responsabilités comme les Gilets jaunes l'ont fait. Et à défaut de nous demander où sont les Gilets jaunes, comme nous, on se demandait où vous étiez à l'époque. Hein, ce défaut de responsabilité, le meilleur. Ils étaient où? Ça, c'est la question que. Et les quartiers populaires, ils étaient où? Ouais, mais ça c'est pareil, les quartiers populaires, je peux t'en dire, hein, parce que les gilets jaunes parisiens, c'était les quartiers populaires. Hein. Quand c'est Neigé qui organisait les manifs sur Paris, quand je vois Fauzi, mon fidèle acolyte, hein, quand je vois Jamel, un de mes fidèles acolytes sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas des mecs de province, hein, c'était des mecs de banlieue, Sevran, Villepinte, 94, 95, ça faut pas l'oublier. Maintenant, quand on parle des mecs de quartier populaire, on parle de gamins de 16 ans. Excuse-moi, un gamin de 16 ans, il a autre chose à foutre que d'être dans la rue, dans l'absolu, pour venir se faire crever des yeux. Bon, ça c'est dit, tu vois, parce que ok, à 95%, le mouvement il était provincial et c'est ce qui faisait la masse avec certitude. Mais vous inquiétez pas que aussi il y avait des banlieues, que ce soit marseillaise, lyonnaise, bordelaise ou parisienne, il y avait des mecs de banlieue, il y avait des darons de banlieue. Moi je suis un daron de banlieue, j'ai 46 ans, j'ai 46 ans de 9-3, tu vois, donc il n'y a pas de souci, ils étaient bien présents aussi. Après il en manquait certainement parce qu'à ce moment-là, ils sont où les 9 millions de pauvres? Et puis si tu veux un exemple concret, tu prends les batailles des retraites. On est combien de millions d'actifs en France? Boulot, je sais pas si tu as le chiffre. Attends, Monsieur Chiffre. Tu parles trop vite là je te perds. Redis-moi. Combien d'actifs en France? Combien d'actifs en France? D'actifs, de gens qui travaillent? Ouais. Bon, je sais pas, on est autour de 35-40 millions, je pense. Mais bon, voilà, donc vas-y, au pire, allez, on prend 30 millions. 3 millions de personnes dans la rue pour les batailles des retraites. Tu as 92% qui sont contre cette réforme de retraite. On n'est que 3 millions dans la rue. Ils en branlaient quoi, les autres? Ils étaient où, les autres? En train de regarder BFM avec du popcorn pendant que nous, on se faisait déglinguer sur les manifs? Ah, on va attendre les autres de faire. Non, à vous de faire aujourd'hui. Prenez vos responsabilités. Il n'y a que comme ça que ça fonctionnera aussi. Après, sur les quartiers populaires, il y a une vraie question quand même de fracture, puisqu'on est sur un média décolonial. Il y a quand même une vraie fracture raciale au sens sociologique qu'il y avait pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui n'était pas que des blancs, mais c'était un mouvement qui était quand même très blanc. Et il y avait quand même cette question aussi de pourquoi. Ben non, mais c'était quand même le cas. Laisse-le finir. En tout cas, il y avait, donc quand on voit, il y a eu une mobilisation qui a été plus forte, on va dire, dans la France prolétaire blanche, on va dire, plutôt que dans les quartiers populaires. Et ça peut s'expliquer assez logiquement aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y avait que des blancs, bien sûr. Mais ça peut s'expliquer aussi parce que la répression policière, elle était déjà subie aussi dans les quartiers populaires par les Noirs et les Arabes, globalement. Les musulmans. Et les musulmans, etc. Et donc, il y a aussi une peur supplémentaire à lutter contre l'État. Un risque concret supplémentaire, il y a plus à perdre, et en plus on sait aussi, ils subissent déjà la répression au quotidien. Donc je sais que, en tout cas, pour moi, le 10 septembre qui suit les Gilets jaunes sur ça, comme dit encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un mouvement qui est composé que de blancs, mais c'est un mouvement qui semble avoir une structure sociologique, des profils de type de personnes qui y participent, qui pour l'instant semblent aller dans ce sens-là, de ce que j'en aperçois. Et pour moi, cette question qui n'est pas résolue, mais il y a quand même cette question de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire cette jonction, parce qu'on va avoir besoin de faire masse entre les intérêts prioritaires des classes prolétaires blanches qui vont être effectivement... Enfin, tout le monde est concerné par
parle panier repas, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des considérations qui peuvent être plus prioritaires dans certains quartiers populaires et aussi des éléments qui font qu'ils peuvent ne pas vouloir se confronter à la police parce qu'ils sentent qu'ils vont être les cibles premières en fait de ce type de mouvement. Donc en tout cas, la question est à poser. Quoi. Je voulais qu'on parle d'une initiative justement où cette question antiraciste, on pose cette question antiraciste. Je ne sais pas, Jérôme, si tu as entendu parler de ça. Toi, je sais que François, tu avais participé il y a quelques temps à la journée soirée de débat qu'on a fait sur l'Union européenne, mais dans le cadre d'un collectif qu'on a Faire Bloc, Faire Peuple, donc qui a été fondé à l'initiative de Amal Bentounsi, Yacine Benyetou aussi du Red Jeune, Ruf de Tzedek et moi-même. On avait fait effectivement un appel. Donc moi, je peux sur la question de la dignité, de se parler dans le blanc des yeux, de se rencontrer et de faire peuple, je peux que abonder. C'est pour ça qu'on avait fait un appel initialement pour le 16 novembre prochain pour organiser une grande marche qui était... C'était avant le 10 septembre. C'était avant le 10 septembre. Ouais, c'était avant le 10 septembre. On a lancé ça depuis le mois de mars. Et on avait cette ambition d'organiser, on a toujours cette ambition d'organiser une grande marche symbolique qui est un double anniversaire, le double anniversaire donc des 20 ans des émeutes de banlieue et des 7 ans des Gilets jaunes, justement. C'est un triple anniversaire. Et triple anniversaire avec le mien. Ah bah parfait. Bah on t'attend alors. Et du coup, un mouvement comme le 10 septembre, c'est quelque chose qu'on appelait effectivement de nos voeux parce qu'on sait, et bon, en plus moi particulièrement, je suis très bien placé pour le savoir, j'ai écrit un article là-dessus, et c'est comme ça que je suis rentré dans la militance en lien avec le mouvement décolonial, etc. Moi, au moment où je rentre dans les Gilets jaunes, j'étais soralien, donc j'étais vraiment... perdu dans le confusionnisme, dans l'extrême droite, le complotisme, etc. Et moi, je considère que c'est le mouvement des Gilets jaunes qui m'a sauvé parce que dans ce mouvement, on pu s'opérer des jonctions, on a pu se parler dans le blanc des yeux avec les gens, et il y a eu des prises de conscience de qui est l'ennemi réel et qui sont nos alliés concrètement, en fait. Donc c'est quoi que donne le mouvement du 10 septembre, ce sera déjà une victoire en soi, en fait, que les gens puissent se rencontrer, ces AG là qu'il y a eu un peu partout en France et qui ont été extrêmement suivi. Je sais pas si on a déjà eu ce genre d'ampleur. Il y a eu presque plus de 12 000 personnes qui se sont mobilisées sur des AG juste cette semaine. Donc c'est quand même et absolument partout, avec jusqu'à des 60, 100, 200 personnes dans des toutes petites villes. Donc Arrête de taper sur la table, on te dit. Donc il y a eu un vrai mouvement. Et donc il y a des liens qui se font. Et ça, c'est précieux. Ça va être très précieux, toutes ces solidarités qui vont se mettre en place en fait dans la période à venir. On va être face à Retailleau l'a annoncé, la répression va être quand même conséquente. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Il a annoncé qu'il n'a pas dit réprimer, hein, mais qu'il agirait sur toute forme de blocage. C'est-à-dire que tout ce qui sera bloqué sera débloqué. Donc il faudra aussi être attentif au niveau de répression qui va tomber. Mais en tout cas, ces unions, ces solidarités qui se mettent en place, elles sont précieuses et elles ont une vraie vertu transformatrice pour les gens. En fait, ça permet vraiment de changer les mentalités. C'est la manière, je pense, la plus concrète, la plus directe. En fait, effectivement, on se retrouve, on se parle et on avance ensemble. Et on voit nos intérêts communs, on les sent dans notre chair. Et ça, c'est très précieux. Mais moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est aussi ce qu'a développé Alex, c'est aussi ce qu'a développé Jérôme tout à l'heure. C'est l'idée que dans les Gilets jaunes, et c'est l'état d'esprit qu'on semble retrouver dans le mouvement du 10 septembre, on va se parler, on va discuter, on va débattre au-delà de nos étiquettes, au-delà de savoir d'où tu viens, camarade et machin. Hein, et on va juste... Qu'est-ce que tu penses? Où tu as envie d'aller? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Bon, maintenant, je ne veux pas être que dans le discours bisounours parce qu'on comprend bien l'intérêt et au moment des Gilets jaunes et au moment du 10 septembre qu'ont les gens à dépasser le clivage traditionnel, à s'unir sur la colère contre le pouvoir. Le problème, et c'est pour ça que je mets les pieds dans le plat, parce qu'à mon avis, c'est le défi qu'on va devoir relever là, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, quand bien même on obtiendrait la démission d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition dans le pays, elle est majoritaire. Dans les urnes, il y a 2/3 des Français qui ont dit on ne veut plus de cette politique-là. Le problème, c'est qu'elle est politiquement divisée. Oui. Et ça, cette division, je veux dire, elle est là et elle a eu tendance à s'approfondir ces dernières années. Et en fait, je veux dire, le défi, c'est de se rassembler, c'est de se réunir, c'est de se réconcilier, c'est de trouver un consensus, de trouver des compromis. Bref, si on ne dépasse pas ça,
Eh ben, en fait, le pouvoir continuera à jouer sur la division et donc on n'arrivera pas à renverser la table, on n'arrivera pas à renverser le pouvoir. Donc l'enjeu central, c'est de se rassembler, c'est de se réunir et pour ça, comme le disait Jérôme, comme le disait Alex, comme le dit Souvarine, il faut discuter, il faut accepter de débattre et il faut arrêter de regarder chez l'autre ce qu'il a dit de mal. Il faut essayer de regarder ce qu'il a dit de bien. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on va réussir à avancer. Arrêter de se focaliser sur le négatif ici ou là, mais de dire, en fait, peut-être que le pire des salauds, il va avoir la bonne idée que personne n'a eue. Et on n'a pas le luxe de plus l'écouter, celui-là, s'il a une super idée. Voilà. Donc, peu importe d'où vous venez, si vous avez la bonne idée, on écoute l'idée. C'est ce que disait Jérôme. On ne regardait pas le visage sur le rond-point la nuit près du feu. On écoutait la parole. Et donc, ça permettait de se concentrer sur l'idée. C'est vraiment, pour moi, c'est le défi des semaines, des mois, des années à venir. Le premier compromis qui existe, quoi qu'il advienne, c'est de dégager ce système qui est personnifié par Macron. Parce que il y a des Macron, il y en a un paquet derrière. Ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Mais qu'à défaut de se taper les uns sur les autres, tu vois, de gauche-droite, droite-gauche, à un moment donné, ça permet au mec du milieu qui s'appelle Macron de se faufiler et de nous la mettre et de nous enfiler derrière. Tu vois, si à un moment donné, quelque part, on a le même ennemi aujourd'hui. Ce système que l'on ne veut plus, tu vois, cette personne qu'on ne veut plus, occupons-nous de ça, dans un premier temps, essayons de nous mettre d'accord pour dégager ce genre de choses, ok? Et ensuite, on se remettra sur la gueule. C'est pas un problème. On aime ça. Et de toute façon, tant mieux, parce que quelque part, ça fait avancer le public qu'on puisse se confronter. Mais dans l'absolu, on essaie de trouver des responsabilités à droite, on essaie de trouver des responsabilités à gauche. Pendant ce temps-là, le plus responsable de tout ça, c'est le mec qui est au milieu. Et si on trouvait Moi, la convergence, j'y crois pas, la convergence, c'est aussi une utopie, là, dans les combats syndicaux et dans plein de combats, on va converger. Ben non, tu mettras jamais un mec de droite et un mec de gauche d'accord. Sur beaucoup de choses. Sur 90% des choses, tu ne les mettras pas d'accord. Parce que si demain on est d'accord avec un mec mais moi, je dénote là-dessus. Et je vais intervenir. Juste, au pire, on s'unit autour de cette colère qui est la même. Non, mais on va s'unir autour de cette colère. On va s'unir, Jérôme, autour de cette colère. Parlons d'union, parlons pas de convergence. Tu ne feras pas converger des mecs qui sont incapables de converger ensemble. Tu ne feras pas converger des partis politiques. Tu ne feras pas converger des syndicats parce que tous ces gens-là sont prisonniers de logique, je veux dire, d'intérêts internes, les partis veulent être élus, etc. Donc oui, voilà, donc cette convergence-là, effectivement, elle ne se fera pas. En revanche, moi, vraiment, parce que c'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Les gens d'en bas, ils venaient de droite ou ils venaient de gauche et en fait, ils étaient capables de compromis. Ils se sont mis d'accord. Et c'est l'enjeu pour moi. Oui, là-haut, les institutions, on n'arrivera pas à le dépasser. C'était l'action. C'est-à-dire c'est facile de se mettre d'accord pour dire on va aller, je sais pas, on va rentrer dans une mairie. Non, pas que sur des débats d'idées aussi. Non, sur les débats d'idées aussi, on était d'accord sur les assemblées. On a pu observer qu'il y avait des transformations. Que des gens, par exemple, d'un coup, se rendaient compte que les ennemis, c'était pas les Noirs et les Arabes, par exemple. Exemplairement. Mais il ne faut pas être non plus utopiste. Oui, mais en fait, on a quand même le problème, un peuple d'extrême droite assez fourni en France et on ne peut pas faire comme si ce n'était pas un obstacle. Mais oui, mais on va transformer personne si on parle d'emblée on commence toi t'es un facho, t'es un raciste, t'es d'extrême droite. Non, soyons pas dans la morale, soyons pas non plus idylliques. Non, mais moi je ne suis pas idyllique. Le pacte racial, il est là, il est très inscrit. Je vois bien qu'il y a 30% des gens qui votent pour le Rassemblement national, mais je suis convaincu que dans ces 30%, il y en a qui sont effectivement qui votent pour des considérations racistes et qu'on n'arrivera pas parce que comme dans toute société vous avez des gens qui sont radicalisés, extrêmes et qui sont ouais mais je m'en fiche et qui sont pas raisonnables, mais il y a aussi des gens qui votent pour ça, oui, avec le sentiment pas le plus noble, ça c'est clair. Ils se disent bon, je suis dans la merde, bon, allez, on va taper un peu sur le mec qui est en dessous de moi, là, le maghrébin, le musulman, et comme ça, moi, je vais gagner. Intérêt de race. C'est pas qu'un intérêt social, bien sûr. Oui, mais l'intérêt de race, il est guidé par l'intérêt économique derrière. Bien sûr, parce que l'intérêt de race, c'est un intérêt matériel aussi. Et voilà. Il y a des avantages matériels pour être blanc, et forcément, ça joue. Oui, mais du coup, c'est ça qu'il faut. On peut unir. J'avais bien qu'à un moment donné, on ne serait pas d'accord. Eh oui, mais on va unir. Je termine du Jérôme, après je te laisse la parole. Juste là-dessus, c'est que on peut unir les gens justement sur les intérêts économiques et expliquer aux gens en fait il n'y a pas d'économie à faire sur les Maghrébins, il n'y a pas d'argent là-bas, en fait cherche pas, l'argent il est là-haut, l'argent c'est les plus riches qui l'ont volé depuis des années, donc en fait juste d'un point de vue purement rationnel, si tu veux que ta vie s'améliore, il faut reprendre l'argent là où il est, c'est-à-dire là-haut.
pas sur les gens qui sont en dessous de toi. Et ça c'est un travail quelque chose. Extrêmement... Mais qui peut mettre tout le monde d'accord. Qui va mettre tout le monde d'accord, mais il faut reconnaître quand même qu'avec les médias, par exemple, qui vont tout à fait dans le sens inverse. Bien sûr. Il y a un c'est l'intérêt de la bourgeoisie de nous diviser. C'est l'intérêt de la bourgeoisie d'être raciste, tout à fait. Il y a toute une partie du vote raciste qui se fonde effectivement sur ce découragement, l'idée que on n'obtiendra rien, on ne peut plus rien obtenir, etc. Regardez, même les gilets jaunes, et ben finalement, ça et quand on parlait, il y a vraiment toute une production qui est faite là-dedans, quoi. Quand on parlait de dignité tout à l'heure aussi, il faut voir que le vote raciste aussi, c'est un vote de désespoir qui pense que justement on n'arrivera pas à aller récupérer chez les riches, etc. Il y en a aussi pas mal qui ne croient pas à cette possibilité, qui ne croient plus à la possibilité d'un autre système économique, etc. Et qui se disent effectivement qu'ils peuvent obtenir des avantages matériels en écrasant ceux qui sont plus dominés qu'eux dans la société. Exemplairement, on disait les Maghrébins, les Noirs, les Arabes, les musulmans. Mais donc c'est plus un vote de désespoir qu'un vote fondamentalement raciste. Mais du coup, il n'y a pas que ça aussi. C'est que je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a l'idée d'obtenir il y en a plein, on le voyait dans certaines... Donc tu le vois dans certaines interviews qui sont faites de personnes qui sont ouvertement votantes Rassemblement National. Et il y en a plein aussi, simplement, il y a un désir de dignité. Quand ils sont là, ils disent on est chez nous, machin, etc. Ils se disent je vais peut-être pas gagner grand-chose de plus, en fait, finalement, peut-être en votant Rassemblement National, mais au moins je serai pas tout en bas. Il y a un peu ce truc aussi de se dire au moins je serai pas tout en bas. Et c'est là où justement je trouve qu'un mouvement comme le 10 septembre et les Gilets jaunes, ce qu'on a réussi à faire et qui fait qu'il n'y a pas eu de truc raciste. Pour l'instant, le 10 septembre. Non, mais pas la charrue avant les Pour bœufs. l'instant, on va dire dans les Gilets jaunes, on va parler du mouvement qu'on connaît. Il n'y a pas eu aussi cet élan raciste parce qu'on a réussi à créer une dignité populaire qui n'était pas basée sur ça et où en fait déjà le simple fait de se mettre en lutte ensemble, de voir qu'on avait la capacité de faire pression sur le pouvoir, on n'avait pas besoin de croire à un grand soir à du communisme ou à quoi que ce soit. On était ensemble en train de faire pression sur le pouvoir et en train de voir qu'on avait une capacité d'agir ensemble. Et du coup, on regagnait de la dignité dans la lutte en elle-même. Et j'ai l'impression que c'est ce truc-là qui est en train de renaître aussi potentiellement avec le 10 septembre. En tout cas, ce désir-là de se remettre ensemble. Et le simple fait de se remettre en lutte nous permet de regagner en dignité, de dire on existe, on est là, on vous emmerde et on n'a pas besoin d'écraser les autres. On sait que c'est ceux qui sont aux commandes oui, mais du coup, il ne faut pas arriver en guettant les racistes qui pourraient arriver. Non. En fait, les gens ils viennent et puis quand il y en a qui vont à un moment donné dire ouais mais quand même les Arabes etc. Et ben on discute. Oui, on discute et puis on voit alors explique-nous toi c'est quoi tes problèmes et en fait si tu déroules tu arrives en fait à des choses plus raisonnables. Parce que le type, il arrive avec son sac à dos de colère, là, boum, il balance l'idée bien radicale. Puis en fait, on discute, on prend le temps, et puis petit à petit, on dénoue les choses les unes après les autres. Alors, il y a l'insécurité, c'est un problème. Bah oui, c'est un problème, l'insécurité. Il y a qui a envie de se balader dans les rues avec de l'insécurité? Personne. Comment on résout ces problèmes-là? Par l'autoritarisme, des mesures de répression extrêmement fortes. Tous les pays qui ont essayé ça n'a jamais fonctionné. Donc, voilà, par la discussion, on y arrive. Mais effectivement, quand le type il est tout seul chez lui devant son écran ou devant ses news, oui, il ne va pas arriver à la réflexion. Mais quand on a des mouvements sociaux comme ça, là, on peut discuter en direct avec les gens et c'est comme ça qu'on les transforme. Mais pour pouvoir les transformer, faut les accueillir. Je veux dire, comme tous les autres en fait, à bras ouverts et viens mon ami, viens mon frère d'armes, on discute et puis on va voir, moi je pense qu'on peut se mettre d'accord et même si on va pas se mettre d'accord sur tout, on va au moins trouver des points d'accord et on pourra se fédérer et avancer comme ça. Il faudra regarder aussi mercredi ce qui se passe en Martinique par exemple ou en Guadeloupe parce que la Martinique, il s'est passé beaucoup de choses cette année, on n'en parle pas dans les grands médias, nous on essaie d'en parler régulièrement mais en termes de mouvements sociaux sur des bases matérielles d'existence, ils sont quand même là, on va dire. Donc il faudra regarder aussi mercredi ce qui s'organise là-bas. Mais déjà, avant de s'occuper des racistes, si on s'occupait des gens qui passent de l'autre côté, tous ces déçus de la gauche, tous ces gens qui n'ont plus trouvé de réponse sur cette gauche historique, celle qui s'occupait des travailleurs, des ouvriers, et qui au juste se préoccupent de sujets dont les 3/4 des mecs de gauche n'en peuvent plus. Alors je vais me faire défoncer, je m'en fous, je vous le dis. Mais à un moment donné, avant de s'occuper du pire, occupons-nous ceux qui passent du côté obscur de la force quelque part, et à défaut de tout de suite les insulter parce qu'ils sont juste perdus politiquement et qu'ils ne trouvent plus de réponse dans ce qu'on peut appeler la gauche, voire l'extrême gauche, ce serait déjà un bon boulot de fait. D'accord ? Il y a des mecs, tu pourras pas les récupérer comme tu l'as dit, boulot. Comme tu l'as dit, il y a des mecs de naissance, ils ne changeront jamais de carcan. Ils resteront dans leur délire. Ok, on oublie. Ok ? Mais à un moment donné, ceux qui aujourd'hui, tu sais, la fameuse phrase de « Ah, on n'a pas essayé ».
Bon, moi, j'ai jamais essayé de manger mon caca. Bon appétit à ceux qui voudraient le faire, si tu veux, tu vois. Mais essayons déjà de ceux qui se sont perdus politiquement, ceux qui ont quitté nos idées quelque part, hein, d'aller les récupérer, d'éviter de les insulter. Tu vois, ce serait déjà un bon boulot de fait. Et on pourrait en récupérer énormément. Parce que des mecs, moi, un paquet de mecs qui votaient à gauche et qui aujourd'hui ont mis leur bulletin de l'autre côté et qui se font insulter. Parce que la première insulte qu'ils vont se prendre, c'est raciste, sous l'argument de qu'à voter pour lui, c'est forcément raciste. Non, ce mec, il s'est perdu. Il s'est perdu parce qu'il trouve plus de réponse. Et il va pas aller vers la Macronie, il va aller de l'autre côté. Voilà, essayons déjà de s'occuper de ces personnes-là. Ce serait déjà pas mal. Je suis absolument d'accord. Bah écoutez, parce que la gauche ne répond plus. Moi, je suis un sale islamo-gauchiste pour certains. Non, moi, je suis christiano-gauchiste. T'as vu, moi, je vais à l'église. Tu vois, je suis pas, il y a pas de problème. J'assume. Mais à un moment donné, moi, en tant que fils et petit-fils de communiste, ou avant les Gilets jaunes, il était impossible que je puisse discuter avec un mec qui vote RN. Il y a ceux qui naissent dans le RN, il y a ceux qui vont aller voter RN. Et que le mouvement des Gilets jaunes m'a appris quelque part à discuter avec eux parce que d'emblée, je savais pas à qui j'avais affaire. Tu vois ce que je veux dire? Et que potentiellement, quand il disait quelque chose, quand son frigo il est vide ou quand il galère autant que moi, on arrivait à créer un lien de discussion. Eh ben, je suis un putain de facho parce que j'ai discuté avec un mec qui vote Le Pen. Eh ben voilà, c'est comme ça qu'on perd des gens. Hein. C'est comme ça qu'à défaut, même quand ils sont perdus, on n'arrive pas à les récupérer. Déjà, il y a un gros travail de fond. Faut que la gauche, tu vois, moi je suis peut-être même plus de gauche que les gauchistes. Parce qu'à un moment donné, elle est où cette gauche historique? Elle est où la gauche de mon grand-père? D'accord? Ceux qui avaient des couilles, hein, ceux qui allaient vraiment dans le fond des sujets, ceux qui s'occupaient des pauvres, ceux qui s'occupaient des travailleurs. Tu vois? Elle n'existe plus aujourd'hui. Alors il y en a, ils vont me dire, ah mais si, il y a lui qui s'en occupe, il y a lui. Ouais, ok. Dans l'absolu, pourquoi les gens virent de bord? Il faudrait déjà se poser la question là-dessus avant d'insulter tout le monde. Bah oui. Ah ouais. Et puis il va falloir sortir en fait d'un côté ceux qui qualifient les autres de fachos et de racistes et de l'autre ceux qui les qualifient d'islamo-gauchistes et de wokistes. Si on reste dans les étiquettes, on va jamais s'en sortir en fait, jamais. Et c'est ça, des étiquettes, je vais te dire un truc, hein. Moi je suis plus rempli qu'un album Panini, tu vois. Stop. À un moment donné, arrêtez de vous chercher des étiquettes, décollez-les, vos étiquettes. Hein. Essayons de mettre les sujets de fond sur la table, essayons de trouver des solutions tous ensemble, dans un premier temps, et après on essaiera de choisir qui gagnera la Star Academy ou pas, j'en sais rien, mais à un moment donné, moi, j'aime bien mon étiquette décoloniale, je l'aime bien, non, je vais la garder. Non, mais après, moi j'ai des étiquettes qui me plaisent, il n'y a pas de problème, tu vois. Et puis même à un moment donné, même moi ça m'amuse d'avoir plein d'étiquettes, ça permet encore aux gens d'essayer de chercher qui je suis. Moi je suis indépendant, comme je l'ai mis l'autre jour. Je suis indépendant et je suis libre. Ça me coûte cher. Ça me coûte très cher. Mais quoi qu'il advienne, je vois rien à personne. Je vois quand même un point important à souligner. Il va falloir être bien évidemment en vigilance et toujours en critique de la gauche institutionnelle, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Mais il y a eu un changement quand même clair. Au début des Gilets jaunes, ils se bouchaient le nez effectivement face au mouvement. Il y a eu peu d'implications. Moi, j'aime quand même bien qu'il y ait par exemple des bases syndicales qui n'aient pas attendu, qui n'aient pas demandé la permission entre guillemets au mouvement de s'y joindre et de dire la cause est juste, on en est. Et ça, c'est quand même très important, où des forces politiques qui disent on se met au service du mouvement. Et j'aime beaucoup. Tu veux dire la France Insoumise? Par exemple, la France Insoumise, exemplairement la France Insoumise, mais c'est quand même important de souligner. Les syndicats, ils font quoi? Il y a pas mal de syndicats qui tout de suite sont entrés dans la danse. Alors, par contre, c'est vrai que des bases et des gens qui probablement ont participé aux Gilets jaunes. Non, mais il faut alors il faut quand même. C'est vrai. Les élites syndicales. Il n'y a pas eu d'appel à la grève pour le 10, ça c'est vrai. C'est un reproche qui a été fait. Les mecs qui te pondent un 18. Voilà. Mais Sabrina, c'est quoi qui leur gêne aujourd'hui? C'est le 18 février 2020. On est en train de. C'est l'intersyndical. Maintenant, il y a aussi entre 14h et 14h30. Il y a aussi des plus petites à l'échelle de plus petites structures où là ça se bouge aussi, on va dire, et il faut quand même le noter parce que c'est insupportable. L'intersyndicale nous a fait perdre il y a 2 ans sur la réforme des retraites. Je veux dire, une journée de grève par mois, mais vraiment, mais on a envie de dire, mais vous êtes où? Et en fait, moi, je pense que ces gens-là, c'est qu'en fait, ils veulent pas, comment dire, s'exclure du système. Je pense qu'il y a un espèce de côté où ils veulent être bien élevés. Voilà, ils veulent être sages. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que soit vous battez, soit vous vous dégagez. Eh ben oui, bien sûr, exactement. Ça les fait vivre quand tu touches. Combien elle touche Sophie Binet? Bah, j'en sais rien, je sais pas. À un moment donné, est-ce qu'elle aurait intérêt que la lutte et le combat s'arrêtent? Est-ce qu'elle aurait intérêt qu'on puisse gagner? Parce que combien même, imagine, dans un monde parfait, utopique, on gagne tout ce qu'on veut.
tout ce qu'on a besoin. Il n'y a plus rien à se battre. On est pépère, on n'a plus qu'à rentrer à la maison et on kiffe la life. D'accord? Elle va gagner, elle va se nourrir de quoi cette femme? Elle va vivre de quoi cette femme? Il y en a qui me disent j'ai manqué de respect au syndicat. Je manque pas de respect à la base syndicale. Je manque pas de respect au mec qui va faire sa lutte, qui va faire sa journée de grève, qui va perdre son salaire. Lui, il a tout mon respect. Et encore, j'ai du respect pour Sophie Binet, mais aujourd'hui, moi, c'est ce que j'appelle du militantisme business. Ils se nourrissent de ça. Ils vivent de ça. Comment tu veux gagner un combat à un moment donné? Un petit peu comme le principe des médicaments. Si les médicaments se soignent, pourquoi les mecs sont milliardaires dans l'industrie pharmaceutique? C'est le même principe. Tu vois, ce problème de méthode aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit, trompette, tambour, troubadour, flash mob. Depuis quand ça fait gagner des guerres, ça? Depuis quand ça fait gagner des combats? Disons hein que Ah, on a vu la réforme des retraites. Hein. Et s'il te plaît, à un moment donné, on est où là? Le problème, c'est pas tant Binet. Le problème, c'est de neutraliser la radicalité. C'est ça qui est problématique de la part. À un moment donné, et que la base syndicale fasse fi de ça, revoir leur méthode. Hein, les ballons, les merguez, ça paye pas. Tu crées Révolution de République à Nation. Sauf qu'à 18h30, t'as le bus qui t'attend pour te ramener à la maison. Révolution maison, ça fait pas bon ménage. Hein. Tu vois? Moi, j'ai vu des mecs au téléphone, révolution, ok, je suis là. Non, stop. À un moment donné, et je te dis même pas que la méthode Gilet jaune, elle est la meilleure, parce que sinon, on aurait gagné le combat. Mais accessoirement, ça fait 40 ans que les mecs, ou du moins 50 ans, moi j'en ai 46, donc j'ai toujours vu ça toute ma vie, où ça manifeste. Ah ouais, alors il y a eu peut-être 1 ou 2 combats. Ok, super. Mais quand tu discutes avec des bases syndicales, des vrais syndicalistes, et que tu leur demandes concrètement et honnêtement, est-ce qu'ils ont déjà gagné quelque chose dans leur méthode de combat aujourd'hui, ils vont te répondre que non. On a gagné le combat des retraites. Non. Donc à un moment donné, quand tu vois Sophie Binet qui arrive, qui dit on va discuter de ce qu'on va faire pour le 10, et puis au final, ils nous pondent une date comme le 18. À la limite, t'as concurrence dans la lutte, t'as de la concurrence dans le combat. Tu vois? Le principe du capitalisme, concurrence à outrance, eh ben c'est la même chose dans le combat. Chacun son combat, chacun son précaré. Je sais pas ce qu'ils ont avec le mercredi, je sais pas ce qu'ils ont avec le samedi. Il y a que le mardi et le jeudi qu'on peut manifester. Les autres jours, je sais pas, ça existe pas. J'ai du mal, moi, j'ai du mal avec le concept. Excusez-moi, hein, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner. Hein. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on a gagné quelque chose. On a même tout perdu avec cette méthode. Bon, on va devoir s'arrêter là. L'émission a bien avancé, mais malheureusement, on avait un petit temps. Et puis ensuite, il y a l'actualité avec Samir, avec les autres chroniqueurs sur les autres sujets. Jérôme, déjà, je te remercie. Merci pour ton franc-parler. J'essaie, je suis pas là pour faire semblant. Hein. Et je suis pas là pour plaire, surtout. C'est pour ça qu'on t'apprécie aussi. Ouais. Merci François d'être là. Merci à vous. Moi, je fais juste une petite citation, j'aime bien, elle est connue, mais elle m'accompagne toujours. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Amen. Très belle citation. Moi, c'est de qui? Brecht. De Brecht. Classe. Alex, une petite citation? Non, je serai pas au niveau. Oh non, moi j'ai toujours la même, hein, donc voilà. Hein. Mais non, merci à tous tout est pour à la nous, discussion. on va tout leur reprendre. Voilà, magnifique. Moi, j'ai une citation assez bien dans ces veilles de mobilisation. Citation de Lénine que j'aime bien. Hein, il y a des décennies où rien ne se passe, et il y a des mois où des décennies se produisent. Et Inch'Allah, ça va nous arriver bientôt. On remontre la revue Nous. Donc, Petit Blanc, Fascisme ou Révolution, toujours en vente sur le site. Le Tipeee, je précise, le Tipeee aussi, vous pouvez toujours contribuer. Hein, c'est comme ça que vous nous permettez de grandir. Et je crois qu'on va en avoir de plus en plus besoin les temps prochains.